La lumière du soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores tandis que John Nelson ajustait les dimensions d'un motif mural sur son écran d'ordinateur. Un mouvement sur l'écran de télévision attira son attention, une présentatrice de nouvelles parlait d'un meurtre dans la ville voisine d'Ocala. Mais ce n'était pas le crime qui lui glaça le sang, en arrière-plan, il aperçut Sally, sa femme, et David, son meilleur ami, sortant ensemble d'une porte de motel. Le temps sembla s'arrêter. Sally lui avait dit qu'elle avait quitté le travail tôt pour faire des courses. David était censé être à Gainesville pour vérifier un chantier. John fixa l'écran, abasourdi. Que se passait-il? Toutes sortes de possibilités lui traversaient l'esprit, mais il savait qu'il ne pouvait les accuser de quoi que ce soit sans preuve concrète. Le choc était accablant. Lui et Sally étaient mariés depuis 14 ans. Dave et sa femme Mary étaient leurs amis proches depuis une décennie. Les trois, John, Sally et Dave, avaient fondé ensemble un cabinet d'architecture et travaillaient en étroite collaboration sur divers projets. Ils n'étaient pas seulement amis, ils étaient partenaires commerciaux. David et Mary Forrester étaient leurs meilleurs amis et ils se rencontraient souvent plusieurs fois par mois. John était diplômé en architecture et s'occupait des conceptions. Sally gérait l'aspect commercial tandis que Dave travaillait principalement sur le terrain, veillant à ce que les projets soient exécutés correctement selon les plans de John. Il réussissait bien jusqu'à il y a 4 ans, lorsque John remporta un prix prestigieux pour la conception d'un hôtel de ville local. Soudain, les demandes affluèrent de partout. Ils quadruplèrent la taille de leur personnel, avec 12 architectes travaillant désormais pour John. Ils venaient d'emménager dans un nouvel immeuble de 7 étages qu'ils avaient construit pour eux-mêmes, leur bureau occupant tout le dernier étage et le reste étant loué, ce qui aidait à payer l'hypothèque avec un bon bénéfice. John avait investi 50% au début, Sally 25% et Dave avait fourni le solde. Actuellement, John avait une vingtaine de projets majeurs en cours et travaillait de longues heures, bien qu'il prévoyait de ralentir bientôt. Mais la découverte choquante de cet après-midi le laissa confus et navré. Il avait pensé que la passion diminuant entre lui et Sally au cours des dernières années était due à ses longues heures de travail. Il aurait parié tout ce qu'il possédait que Sally l'aimait tendrement et lui était fidèle. Leur intimité était devenue sporadique, mais il pensait que c'était suffisant. George Shelton, un vieil ami d'université de John et le directeur adjoint de la chaîne de télévision, lui devait d'importants services datant de plusieurs années. John demanda à sa secrétaire d'appeler George pour demander un DVD de l'émission d'information de cet après-midi. George dit que ce n'était pas un problème et qu'il le ferait livrer au bureau de John dans l'heure. Comme à son habitude, John appela Sally à 16 heures. Elle sembla heureuse de l'entendre, mentionnant qu'elle avait acheté un bon beefsteak de Flanchet et invité Mary et Dave à dîner. « J'ai besoin que tu rentres à la maison à temps pour préparer le barbecue, dit-elle, dîner vers 18h30 ou 19h. Peu après, un petit paquet adressé à Monsieur John Nelson arriva à son bureau. Après avoir visionné le DVD 3 fois, John était convaincu d'avoir vu ce qu'il pensait. Ce qu'il n'avait pas remarqué auparavant, c'est qu'avant que son attention ne soit attirée par l'émission, il y avait un plan de Dave et Sally s'embrassant à l'intérieur de la porte de la chambre 116. Ils étaient clairement visibles derrière le reporter décrivant la zone où le meurtre avait eu lieu. Un autre plan montrait le nom du motel que John reconnaissait, il en avait conçu la rénovation plusieurs années auparavant. Il appela Tom Noble, le propriétaire du motel Nobility, et ils discutèrent de l'agitation autour du meurtre. John demanda si Tom avait une vidéo de surveillance de la zone près des chambres 115 à 118. Tom expliqua que la police avait pris des copies de la vidéo de cette partie du motel et était satisfaite de la qualité de l'image. Quand John demanda à voir ces images, Tom dit qu'il pouvait venir à tout moment et demanda au réceptionniste de lui accorder l'accès. John ferma son ordinateur, dit à sa secrétaire qu'il partait tôt et se dirigea vers le motel. La vidéo de surveillance montrait les voitures de Sally et de Dave stationnées devant la chambre 116. Dave arriva le premier, obtint la clé de la réception, puis entra dans la chambre. Sally arriva quelques minutes plus tard et entra directement. Après avoir capturé divers mouvements à l'extérieur, y compris le suspect armé courant et des policiers à sa poursuite, les images montrèrent l'équipe de télévision s'installant. Le reporter était visible parlant tandis que Sally et Dave s'embrassaient dans l'embrasure de la porte avant de partir. John 2. Manda au réceptionniste de lui faire une copie des images. Quand il demanda si le réceptionniste connaissait Sally et Dave, le réceptionniste répondit « Oh oui, bien sûr, ils passent au moins un jour ou une nuit ici chaque semaine, ils s'enregistrent vers midi et partent le matin. Ce sont M et Madame Anderson, ils font ça depuis que je suis ici, et ça fera 2 ans le mois prochain. De bonnes personnes.
Rentrant chez lui avec la copie du DVD et une tempête se préparant dans son esprit, John savait qu'il devait rester calme jusqu'à ce qu'il comprenne tout. Sa femme aimante, qui venait d'avoir 35 ans et paraissait des années plus jeune, le trompait elle aussi d'autres manières, comme en volant de l'argent à l'entreprise. Il avait besoin d'un audit secret des comptes, dont Sally s'occupait. Mais d'abord, il devait les faire partir de la ville, Sally et Dave, d'une manière ou d'une autre. Puis ça lui vint à l'esprit, la réunion de l'Association des architectes du Sud-Est était prévue pour 3 jours à la fin de la semaine suivante. Lui et Sally devaient y assister, et ils avaient même discuté d'emmener Dave et Marie. Ce serait son opportunité. John avait besoin de quelqu'un de confiance pour l'aider dans l'enquête. Sa secrétaire habituelle, Marge, partait en congé maternité pour un mois à partir de lundi. Il s'isolait généralement de la plupart des employés, restant dans sa zone de travail avec son assistante. Puis il pensa à la nouvelle, Debbie Summers, qui avait été formée par Marge. Son travail était excellent, très jeune mais assez impressionnant. Marge l'avait décrite comme extrêmement intelligente, une mère célibataire avec une fille de 2 ans et demi, suivant des cours universitaires plusieurs soirs par semaine. Quand Debbie avait commencé, elle avait demandé s'il y avait une chance que l'entreprise puisse créer une garderie dans l'immeuble pour les employés. Elle avait présenté son cas calmement et intelligemment, décrivant les avantages et même fournissant les noms d'employés intéressés ainsi que les coûts estimés. Cette jeune femme était très organisée et John avait été impressionné. Ce soir-là à la maison, John luttait pour garder son calme. Le dîner avec Sally, Dave et Marie se déroula sans accroc en apparence, bien que John fût hyper conscient de chaque interaction. Quand Marie mentionna le meurtre au motel Nobility, il remarqua Sally tressaillir tandis que Dave restait calme, demandant si c'était le même endroit où ils avaient travaillé par le passé. Alors qu'il rangeait après le dîner, Marie rapporta des plats du patio, John la suivant de près en entrant dans la cuisine. Ils trouvèrent Sally et Dave discutant doucement. Marie demanda en plaisantant, « Et, qu'est-ce que vous manigancez tous les deux? Où allez-vous vous retrouver une fois que John et moi serons couchés ?» Ils sursautèrent et Sally rit, plaisantant, « Bien sûr. C'est le seul moyen d'avoir un peu d'affection, vous, les rabat-joie, ne nous en donnez jamais. » Tout le monde rit, y compris John. Mais après le départ de Marie et Dave, il se tourna vers Sally, « Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? » Elle le regarda avec ses beaux yeux bruns, « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je ne sais pas. C'était juste une impression que j'avais, comme si tout le monde savait quelque chose que j'ignorais. »« Je sais seulement que je t'aime, » répondit-elle. « Tu es ma vie, ma raison de vivre. Je suis prête à essayer d'avoir un bébé. Le seul bébé que j'aurai jamais sera le tien, mon doux amour. » John luttait avec des émotions contradictoires, il était certain que quelque chose n'allait pas, mais il la croyait quand elle disait l'aimer. À l'étage, dans leur chambre, Sally attendait les yeux fermés. John prit une douche et, quand il revint, elle sourit, ouvrant les bras, « Viens à moi, mon doux amour, j'ai besoin de ton amour pour pouvoir dormir. » Sa vue était accablante, mais John se sentit mal au cœur, il s'agenouilla rapidement devant la cuvette des toilettes et vomit. Sally vint à ses côtés, lui tenant la tête, mais il se dégagea, incapable de lui faire face. Il enfila un jean et un t-shirt, attrapa ses clés et son portefeuille, et s'enfuit de la maison. Il conduisit jusqu'à un petit café et s'assit dans une banquette, la tête dans les mains, essayant de donner un sens au chaos qu'était devenu sa vie. Une douce voix interrompit ses pensées, et, les choses ne peuvent pas être si terribles. Levant les yeux, John vit Debbie de son bureau. Elle sentit sa détresse et lui prit la main, « Patron, je suis une très bonne auditrice. J'ai un peu de temps si vous voulez m'en parler. » John soupira, « Ma fille, mes problèmes sont trop compliqués pour tes oreilles innocentes. Je ne sais juste pas quoi faire. »« Monsieur John, dites-moi simplement, » répondit Debbie. « Peut-être que vous vider la tête aidera à clarifier les choses. » Cédant, John confessa, « Je viens de découvrir que ma femme me trompe avec mon associé et meilleur ami. Ils ne savent pas que je sais. Elle les a invités à dîner ce soir et il était difficile de rester calme. Je crois qu'ils ont eu une liaison cet après-midi et après le dîner, elle a voulu être intime avec moi. J'ai craqué et je me suis enfui. » Debbie lui tint la main, « Vous parlez de mademoiselle Sally et monsieur Dave, n'est-ce pas? Votre femme est l'une des femmes les plus belles et les plus élégantes que j'ai jamais vues, elle est toujours impeccable. Je n'aime pas monsieur Dave, ajouta-t-elle. Il me regarde toujours d'une manière qui me met mal à l'aise, bien qu'il n'ait jamais dit quoi que ce soit d'inapproprié.
Debbie raconta que sa sœur avait eu des problèmes similaires, aimant tendrement son mari mais incapable de résister à l'infidélité, le mari de sa sœur avait fini par divorcer et sa vie avait sombré. Les deux types de personnes que je méprise le plus sont les tricheurs et les menteurs, admit John. Comment pourrais-je encore lui faire confiance? Comment pourrais-je vivre encore avec elle? Monsieur John, je crois que les gens peuvent changer, suggéra Debbie. Peut-être qu'avec des conseils pour vous deux, cela peut être résolu. John regarda cette douce jeune femme, vous le croyez vraiment? Monsieur John, il y a trop d'inconnus dans cette situation pour que je puisse risquer une supposition. L'aime-t-elle aussi? Comment cela a-t-il commencé? Veut-elle que ça se termine? Qui aime-t-elle le plus? Depuis combien de temps sont-ils impliqués? Pourquoi n'a-t-elle pas arrêté? Il y a beaucoup à comprendre. Debbie était remarquablement perspicace, elle suggéra de vérifier les relevés de téléphone portable de Sally pour détecter des schémas et des communications entre eux. John décida de lui faire confiance pour son plan, embaucher un enquêteur et un expert comptable judiciaire, mettre en place une surveillance pendant la prochaine conférence à Atlanta. L'argent n'est pas un problème, lui dit-il, lui offrant une carte de crédit d'entreprise avec une limite de $10 000 pour couvrir les dépenses. Je soupçonne qu'ils se rencontrent les mardis ou les vendredis, quand elle est censée être à la salle de sport. Je sais où ils se rencontrent et quelle chambre ils utilisent. Debbie sourit, mon nom est Debbie, pas Mademoiselle Summers. J'aurais peut-être besoin que vous payiez une babysitter pour que je puisse m'occuper de tout cela. John posa sa main sur la sienne, je vous assure que je n'oublierai pas ce que vous faites pour moi. Vous êtes une excellente amie, et je prends bien soin de mes amis, je l'ai toujours fait. De retour au bureau le lendemain, John entendit des talons claquer dans le couloir et leva les yeux pour voir Debbie s'arrêter à sa porte ouverte. Bonjour, patron, sourit-elle, illuminant sa journée. Elle posa 3 billets de $1 sur son bureau, expliquant qu'elle était allée au café ce matin-là pour payer sa note oubliée de la veille au soir, seulement pour apprendre qu'il l'avait déjà réglée. John lui tendit une enveloppe contenant la carte de crédit et le code PIN, lui demandant de commencer leurs projets spéciaux. Il lui dit qu'il informerait Marge qu'elle travaillait sur le projet de garderie afin qu'elle puisse prendre tout le temps nécessaire. Pendant ce temps, John appela Sally à l'interphone. Elle répondit immédiatement, mentionnant qu'elle était trop occupée pour le déjeuner et qu'elle avait une séance d'entraînement prévue le lendemain à midi. John demanda à propos de cette fille avec le plan de garderie et Sally confirma que c'était Debbie. Elle est assez charmante aussi, remarqua Sally. Dois-je la surveiller avec toi? Pourquoi? Tu ne t'es jamais inquiété de ce genre de choses auparavant, répondit John. De plus, je suis bien trop vieux pour elle, elle ressemble à une adolescente. Cependant, si j'avais 20 ans de moins, tu aurais peut-être des raisons de t'inquiéter. Elle est aussi très intelligente. Cet après-midi-là, Dave passa au bureau de John pour confirmer qu'il était prêt pour le voyage à Atlanta. Il mentionna que Sally avait dit que John avait été malade la veille au soir. « Tu vas bien aujourd'hui » demanda-t-il. « Oui, David, mon vieil ami, ça devait être quelque chose que j'ai mangé » répondit John avec un sourire forcé. « Oui, comme si tu pouvais jamais tromper Sally. Elle te tuerait si elle te prenait sur le fait. » Peut-être, sourit Dave. « Et si c'était moi qui la prenais sur le fait » pensa John. J'ai acheté. Dave tressaillit légèrement mais ne put en être sûr. Peu de chance, continua Dave, la fille t'aime, elle ne te tromperait jamais. JN le regarda attentivement. Tu as peut-être raison à ce sujet. J'ai entendu dire que si les conditions sont réunies, n'importe quelle femme peut tromper. Elle a une grande bande d'admirateurs. La conférence se déroula assez bien, bien que John soit resté mal à l'aise tout le temps. Des activités sans fin les occupèrent jour et nuit, les laissant épuisés. Une nuit, après un spectacle qui dura jusqu'à minuit, Sally ne sembla pas déçue quand il alla. L'air directement se coucher. La nuit suivante, ils explorèrent les souterrains d'Atlanta et rentrèrent en titubant dans leur suite à 2 heures du matin. Sur le chemin du retour, tandis que Mary et John étaient sur la banquette arrière et que Sally et Dave les croyaient tous deux endormis, JN remarqua que Sally repoussait constamment les mains de Dave pendant qu'elle conduisait. Quand elle jeta un coup d'œil en arrière et fit signe à Dave, John fit semblant de dormir. Il soupçonnait Dave d'essayer de la toucher de manière inappropriée, même avec JN et Mary dans la voiture. John grogna et s'assit, demandant où ils étaient, ce qui fit sursauter coupablement Sally et Dave. JN savait que son mariage était terminé. Lui et Sally se parlèrent à peine pendant la dernière partie du trajet de retour. Quand ils arrivèrent, ils déchargèrent,
mangèrent leur burger de drive-in et se glissèrent au lit. Sally se blottit contre lui et ronflait doucement en quelques minutes, tandis que John luttait pour s'endormir. Finalement, il abandonna, se leva et appela le portable de Debbie. Elle répondit, l'air tout à fait réveillé. « Les choses sont plutôt ennuyeuses ici sans toi, dit-elle. Je soupçonne que ça va devenir fou demain, par contre. À ce point-là, hein. Je crois bien. Peux-tu juste mettre tout dans le tiroir central de mon bureau? Ce sera là. » Le lendemain matin fut typique. John partit travailler bien avant que Sally ne soit levée. Dave arriverait environ 10 minutes après John, ce qui lui rendait impossible de passer voir Sally sans être beaucoup plus en retard. Et, comme John le nota à lui-même, Sally n'est pas du genre à faire vite. Quand John lut le rapport des experts comptables judiciaires, tout était en ordre, sauf qu'une personne abusait de ses notes de frais, Dave. Ce n'était pas grand-chose, juste quelques centaines de dollars par mois, mais cela créait un mauvais précédent. L'humeur de John s'améliora quand il entendit les talons de Debbie claquer dans le couloir. Elle passa la tête au coin de sa porte, souriant vivement. « Bonjour, patron, comment allez-vous aujourd'hui ?»« Je ne sais pas encore, » répondit John. « Je n'ai pas encore eu le rapport de l'enquêteur. » Il remarqua qu'elle évitait son regard. « Tu l'as lu ?» Debbie hocha la tête et John vit une larme couler sur sa joue. Il s'assit et sortit l'enveloppe brune du tiroir central, lisant rapidement le rapport. Ce qu'il avait soupçonné était vrai, il y avait une masse de preuves. Il prit le DVD et l'inséra. Un titre indiquait la date et l'heure de la scène, qui remontait au mardi précédent. Les enquêteurs avaient travaillé rapidement. La première chose que John vit fut Sally entrant dans la chambre de motel et saluant Dave. Ils partagèrent un long baiser avant de se séparer et de commencer à se déshabiller. Sally était aussi éblouissante que jamais. JN les regarda ensemble jusqu'à ce qu'ils se sentent submergés et avança rapidement à la scène suivante. Le clip suivant eut lieu le jeudi à 12h16 dans la même chambre. Dave attendait quand Sally arriva, disant « Dave, c'est la fin. Je pense que nous avons tous deux été trop négligents. Je crois qu'il se doute de quelque chose. Nous ne pourrons plus jamais faire ça. » La qualité vidéo n'était pas la meilleure mais elle était suffisante. Dave répondit, « Je pense que tu as raison. Ça a été 5 merveilleuses années. Penses-tu que nous puissions avoir un dernier instant ensemble ?» Sally répondit fermement, « Non. Je vais à la salle de sport. Sois prudent ce week-end. Ne gâche rien maintenant. Je ne peux pas perdre ma relation avec JN, ça me dévasterait. » Dave fit écho à son sentiment, « Je ressens la même chose pour Marie. » Ils s'embrassèrent de nouveau et quittèrent la chambre, Dave laissant la clé de la chambre sur la table près de la porte. John regarda Debbie, les larmes coulant sur son visage. Elle se précipita vers lui demandant s'il allait bien. « Ils sont tous les deux censés vous rencontrer ici dans 20 minutes, lui rappela-t-elle. « Voulez-vous que je retarde le rendez-vous ?»« Non, donnez-moi juste une minute pour me calmer, » répondit John. « Quand attendez-vous Madame Forester ?»« Environ 5 à 10 minutes après Mademoiselle Sally et Monsieur Forester, » répondit-elle. « Pouvez-vous gagner du temps d'ici là ? Quand elle sera là, raccompagnez-la. Vous devriez rester aussi, avoir un témoin ne fera pas de mal. » JN remarqua les boîtes de mouchoirs que Debbie avait placées dans la pièce. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge, réalisant qu'elle devait retourner à son bureau. Ouvrant la porte et vérifiant à l'extérieur, elle se tourna vers lui en lui envoyant un baiser. « Soyez fort, patron. » 2 minutes plus tard, la sonnette retentit et John regarda la porte s'ouvrir tandis que Dave la tenait pour Sally. John fit semblant d'être au téléphone, leur faisant signe de s'asseoir. « C'est ça, George, c'est exactement ce que j'ai en tête, » dit-il à son interlocuteur imaginaire. « Je vous rappellerai s'il y a des changements. Je veux juste en finir le plus vite possible, d'accord? Je vous tiens au courant, au revoir. » La sonnette retentit de nouveau et John entendit Debbie annoncer « Madame Forester est là. » La porte s'ouvrit et Marie entra, Debbie s'installant à proximité. « Marie, vous devez être ici aussi, » commença John, « parce que ce qui se passe aujourd'hui vous affecte également. » Sally et Dave échangèrent des regards inquiets tandis que John continuait, « Je pense que vous avez tous rencontré Mademoiselle Summers. Elle est ma secrétaire temporaire pendant que Marge est en congé de maternité. Elle est ici pour prendre des notes. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez tous l'écran de télévision là-bas.
John cliqua sur un bouton de son bureau et l'écran montra le moment où Sally rejoignit Dave au motel. Ils regardèrent en silence jusqu'à ce que Sally se lève et crie « Non ». Oh non. Elle s'effondra sur le sol tandis que Dave regardait John, la colère flamboyant dans ses yeux. « Marie, vous devriez être au courant de ce qui se passe ici », dit John sans quitter l'écran des yeux. Après quelques instants, il mit la vidéo en pause. « Je pense que nous en avons assez vu. Je veux que Marie voie un autre segment. » Il avança jusqu'à la scène où il reconnaissait leur besoin d'arrêter l'affaire. Sally resta sur le sol, toujours en sanglots. « Arrête ça, Sally, c'est trop tard pour ça, » dit JN fermement. « Tu dois écouter ce que j'ai à dire sur ton avenir. » Sa tête se leva lentement pour rencontrer son regard. John voulait la réconforter mais entendit une voix dans sa tête lui rappelant de rester fort. Après le clip où les deux déclarèrent leur amour pour leur conjoint, JN s'adressa directement à Sally, « Je t'aimerai pour toujours. Cependant, je ne pourrai plus jamais vivre avec toi ni te faire confiance. Tu recevras les papiers de divorce en quittant ce bureau. » Il se tourna vers Marie, « Chérie, j'ai détesté te mettre ça sous le nez de cette façon, mais je pense que tu avais une idée que ça se passait, n'est-ce pas? » « Oui, je me doutais de quelque chose, » confirma Marie. Je pouvais sentir le parfum de Sally sur Dave tout le temps. Certaines de ces histoires ne tenaient pas la route. Je te pardonne, John. J'ai aussi un avocat prévu pour cette éventualité. JN regarda de Sally à Dave. Eh bien, cette partie est réglée. Maintenant, concernant notre relation d'affaires, je pense que l'infidélité équivaut à un vol. Dans nos vœux de mariage, nous nous engageons à renoncer à tous les autres et à donner nos corps à nos partenaires. Si vous donnez votre corps, ou une partie de celui-ci, à quelqu'un d'autre, vous volez votre conjoint, continua-t-il. On ne peut pas vous faire confiance. Les partenariats commerciaux ressemblent beaucoup au mariage, ils sont basés sur la confiance. Je ne fais plus confiance à aucun de vous deux. Je propose de vous racheter vos parts. Si je ne peux pas fournir l'argent immédiatement, je suggère de gérer l'entreprise jusqu'à ce que j'aie les fonds. Alternativement, nous pourrions vendre l'entreprise et distribuer les bénéfices selon vos parts. Je propose un délai de 10 jours pour nous donner à chacun une chance d'examiner nos options. Il les regarda chacun. Quelqu'un veut-il dire quelque chose? Marie prit la parole, oui, l'argent que David a investi dans cette entreprise m'appartient. Je voudrais rester votre associée silencieuse. David est viré à partir de maintenant. Il n'a plus de maison non plus. Elle lança un regard noir à Dave et s'assit. John sourit à Marie. Chérie, ça me facilite les choses. Je ferai établir les papiers à cet effet. Sally leva la main et JN lui fit un signe de tête. Permettez-moi de garder ma part aussi. Je serai aussi une associée silencieuse. Envoyez-moi juste ma part des dividendes quand vous paierez Marie. Elle regarda Marie avec tristesse. S'il vous plaît, pardonnez-moi, Marie. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. C'est tout parce que je suis une femme faible. J'ai gâché l'homme le meilleur du monde. Il ne me reste rien pour vivre, rien. Ma vie est finie. J'ai été stupide, si stupide. Sally, tu peux avoir la maison, proposa John. Je ne pourrai jamais vivre là-bas. Je retirerai mes affaires dès que j'aurai trouvé un endroit où rester. J'appellerai et laisserai un message. Sally sortit. John entendit une voix dire « Madame Sally Nelson », suivie de « Oui, madame, vous avez été signifiée ». Ses talons claquèrent lentement dans le couloir. John s'approcha de la fenêtre et regarda fixement, les yeux remplis de larmes. Après quelques minutes, il sentit une douce pression essayant de le détourner de la fenêtre. C'était Debbie, le tirant par le bras, l'air très préoccupé. « Monsieur JN, vous allez bien ?» demanda-t-elle doucement, lui tamponnant les yeux avec un mouchoir. John sourit et la remercia. C'est difficile de tirer un trait sur 14 ans de ce que je pensais être un mariage parfait. Je dois commencer une nouvelle vie maintenant. Au moins, je vais garder l'entreprise. J'avais peur de la perdre. Elle sourit. Je suis si heureuse pour nous deux à ce sujet. Maintenant, je peux vous tenir à votre promesse. Oh non, j'aurais tenu ma promesse d'une manière ou d'une autre, l'assura John. Je vais bien maintenant. Où en êtes-vous du projet de garderie? Le sourire de Debbie chassa le nuage au-dessus de sa tête. J'ai toutes les chiffres finalisés. J'ai même une infirmière retraitée qui adorerait la diriger pour nous.
Elle dit qu'elle connaît d'autres infirmières qui aimeraient travailler ici, soit à temps partiel, soit à temps plein. Je voudrais la faire venir. Je suppose que vous devriez l'interviewer. Non, Debbie, c'est ton travail de faire ça si tu penses que c'est nécessaire, répondit John. Si c'est elle que tu veux, envoie-la à Joanne, la responsable des RH. Te reste-t-il de l'argent sur cette carte de crédit? Oui, plus de la moitié. D'accord, pour l'instant, utilise ça pour acheter l'équipement et tout ce dont elle a besoin pour commencer. Si elle a besoin de la pièce Alter C, la maintenance. Organise une réunion avec tous les chefs de département, y compris l'assistante de mademoiselle Sally et l'assistant de monsieur Dave. Programme-la pour le début de l'après-midi dans la salle de conférence. John lui sourit. Chérie, je vais te mettre beaucoup sur les épaules. Peux-tu gérer ça? Oui, je peux le faire, l'assura Debbie. Je devrais peut-être demander votre aide parfois, mais je ne vous dérangerai pas à moins que ce ne soit nécessaire. Écoute, organise tes journées pour inclure une réunion régulière avec moi, la première chose chaque matin, ordonna John. Au fait, tu es maintenant mon assistante personnelle. Je te ferai attribuer une bonne secrétaire. Accorde-toi une augmentation appropriée à ton nouveau poste. Maintenant, vas-y, ma fille, tu es soudainement très occupée. Elle sourit joyeusement, lui passa les bras autour du cou et lui donna un rapide baiser sur les lèvres. Puis elle recula, ses petites mains délicates se portant à son visage. Oh, s'il vous plaît, je suis tellement désolé, je me suis juste excité. John rit. Merci pour ce doux petit baiser. Je devrais peut-être te promouvoir tous les jours. Elle rougit et prit un air très sérieux. J'espère que j'ai eu la promotion pour autre chose que mes baisers. Ne t'inquiète pas pour ça, les baisers ne sont pas et ne seront jamais une partie de ta description de poste, la rassura John. Je t'ai donné le poste parce que je crois que tu feras du bon travail pour moi. J'ai besoin de ton aide pour diriger cette entreprise, tu seras mes yeux et mes oreilles. Promouvoir Debbie fut la meilleure décision que John ait prise pour l'entreprise. Elle était une minuscule tornade et John était rarement dérangé par des broutilles. Elle comprenait que son rôle était le cœur de l'entreprise et que la fonction de chacun était de l'assister et de le soutenir. La garderie fut opérationnelle en un rien de temps. Une semaine ou deux plus tard, Debbie entra dans le bureau de John pour leur réunion matinale, souriante et vêtue d'un nouveau tailleur pantalon gris. Elle avait l'air très professionnelle. « Bonjour, patron, comment allez-vous ce matin ?» le salua-t-elle. « Ma journée est beaucoup plus lumineuse maintenant que ma main droite est là, » répondit John. Elle sourit. « Merci, monsieur, vous venez de faire ma journée. Maintenant, je veux que vous rencontriez ma nouvelle assistante. » Elle se pencha et appuya sur le bouton de son interphone. « Faites-la entrer maintenant, s'il vous plaît. » La porte s'ouvrit et une petite fille entra. « Me voici, maman. » Debbie la prit par la main et la conduisit vers John. « Dolly, je veux que tu rencontres mon patron, monsieur John. Dis bonjour comme je t'ai appris, chérie. » La petite fille ressemblait à un ange alors qu'elle faisait une révérence et dit gentiment « Bonjour, monsieur John. Je suis ravi de vous rencontrer. » John avait un énorme sourire sur le visage. « Bonjour, mademoiselle Dolly. Je suis enchanté de vous rencontrer. Êtes-vous heureux? Je suis heureuse à ma nouvelle garderie. Oh oui, c'est amusant, on prend le bus et j'ai d'autres enfants avec qui jouer. J'adore ça parce que maman peut venir me voir plein de fois. » John est tombé amoureux d'elle immédiatement, elle était adorable et très intelligente. « Dolly, es-tu déjà allée au zoo ?» demanda-t-il. Elle a regardé Debbie puis John. « Non, tu veux dire là où il y a tous les animaux? » Oui, exactement, John hocha la tête. « J'adorerais t'emmener, toi et ta maman, au zoo ce dimanche si vous voulez y aller. » Elle a levé les yeux vers Debbie. « Maman, on peut y aller, on peut ?» John se tourna vers Debbie. « Je suis désolé, c'était mal de ma part de vous mettre dans l'embarras comme ça. J'aurais dû vous demander d'abord. Veuillez me pardonner, ça ne se reproduira plus. » Elle sourit gentiment. « Vous vous êtes juste emballé. Je sais ce que vous ressentez, vous voulez lui faire plaisir et lui montrer de nouvelles choses. Oui, nous serions ravis d'y aller. Je nous préparerai un pique-nique. » Debbie, avez-vous une voiture? demanda John. Non, la mienne est tombée en panne et je ne pense pas que ça vaille la peine de la réparer. J'économise pour en acheter une. Eh bien, en tant qu'assistante personnelle, vous avez besoin d'une voiture de fonction pour pouvoir remplir vos fonctions.
Je m'en occuperai cet après-midi après vous avoir emmené, vous et mademoiselle Dolly, déjeuner. Ils ont passé un excellent moment au zoo. Dolly était très excitée et voulait tout voir. John a fini par la porter la plupart du temps. Il n'avait jamais su à quel point il pouvait être merveilleux de passer du temps avec un enfant et il appréciait aussi d'être avec sa mère. Le lendemain, John appela leur chef des transports et découvrit qu'ils avaient une Honda Odyssey de 2 ans qui n'était pas utilisée. Il lui donna l'instruction de la faire laver et nettoyer en profondeur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle portait les logos de l'entreprise. Garez-la sur la place réservée à mon assistante personnelle et apportez-moi les clés, ordonna-t-il. Le chef hésita, je ne pense pas que nous ayons une place de parking réservée pour ça. Changez le panneau sur l'ancienne place de Monsieur Dave, répondit John fermement. Cet après-midi-là, Debbie passa la tête dans le bureau de John, Dolly à ses côtés, disant qu'elle rentrait à la maison. John fit la moue, faisant semblant de pleurer. Les yeux de Dolly s'écarquillèrent, Monsieur John pleure, maman. Elles demandèrent toutes les deux ce qui n'allait pas. Dolly ne m'a pas embrassé pour me dire au revoir, répondit John. Dolly courut vers lui, les bras tendus pour être prise. John la souleva et rit, maintenant je me sens mieux, j'ai eu un bon baiser. Après l'avoir reposée, John tendit les clés de voiture à Debbie. Elle semblait perplexe. Mademoiselle, vous avez l'air si professionnelle dans votre nouveau costume. Nous ne pouvons pas ternir notre image en vous laissant prendre le bus, expliqua John. Les clés sont pour votre voiture de fonction. Elle est garée sur votre nouvelle place réservée, juste devant la porte principale. Quoi? Vous m'avez bien entendu. Si vous n'avez pas de siège auto pour Dolly, vous devez en prendre un pour elle. Maintenant, allez-y. Debbie le regarda un instant, secoua la tête, prit Dolly et partit. Le lendemain matin, John vit la Honda monospace en arrivant. Debbie n'était pas à son bureau, alors il prépara le café et alluma ses ordinateurs. Il entendit ses talons dans le couloir et se tourna pour la regarder entrer. Quand elle vit le café chaud sur son bureau, son visage s'illumina d'un beau sourire. Elle entra dans son bureau et referma la porte derrière elle. S'approchant de lui, elle leva les yeux et tira son visage vers le bas pour l'embrasser. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou et, alors que leurs lèvres se séparaient, elle toucha sa langue avec la sienne. Après un instant, elle le repoussa légèrement. « Pourquoi es-tu si bon avec moi ?» demanda-t-elle doucement. « Eh bien, d'abord, c'est parce que tu le mérites chaque jour, » expliqua John. Cet endroit fonctionne mieux que jamais. Les choses sont faites à temps avec très peu d'erreurs. Pour la première fois, toutes les personnes que je croise ont le sourire. Personne ne te laisserait soulever quoi que ce soit ou ouvrir une porte, ils se précipitent tous pour t'aider avec tout ce dont tu as besoin. Si ce n'est pas une raison suffisante, le simple fait d'être près de toi me rend heureux aussi. Ses yeux cherchèrent les siens, tout cela est-il vrai? Et, tu me connais assez bien pour savoir que je ne mens pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. John, j'ai besoin de ton aide, dit Debbie. Je n'ai pas pu m'offrir de bons steaks jusqu'à maintenant. J'en ai juste acheté 2 hier soir. J'ai aussi un barbecue au charbon et du charbon, mais je n'en ai jamais fait auparavant. Peux-tu me montrer comment faire ce soir? Bien sûr, j'adorerais. Je ferais mieux d'avouer qu'il y a une autre raison pour laquelle je veux que tu viennes. Vraiment? Oui, ma fille me harcèle toute la semaine pour que tu viennes dîner. Elle devient très insistante à ce sujet. Elle t'aime beaucoup. Debbie rougit, je suis d'accord avec elle là-dessus. Maintenant, à propos de cette monospace, je ne peux pas l'accepter. Tu ne l'aimes pas? Nous l'adorons. C'est juste trop. Et, c'est un véhicule de 2 ans qui est resté inactif pendant presque 1 an, expliqua John. Il est très économique à l'usage. Tu en as besoin pour les courses de l'entreprise. Dois-je sortir et t'acheter quelque chose de mieux? Mieux? Non, rien ne pourrait me plaire davantage, il est tout équipé. Il est parfait, mais c'est trop. Eh bien, nous avons un pick-up de 10 ans que tu pourrais utiliser. Il fait beaucoup de bruit et cale souvent. Nous pouvons laisser ta secrétaire utiliser la Honda. Quoi? S'exclama Debbie. Je vais l'utiliser. Elle sourit. John, tu te joues de moi, n'est-ce pas? Pas vraiment. Tu m'as convaincu. NCU de lancer une garderie la première fois que nous nous sommes rencontrés. Tu me manipules plutôt bien. Je suis désolé, je ne voulais pas. S'il te plaît, ne sois pas fâché contre moi. Et, c'est pour ça que je t'ai embauché,
pour m'aider à faire les choses qui doivent être faites et que je n'aime pas faire. C'est ce que fait une bonne assistante, tu me tiens à l'heure pour les réunions, tu me prépares bien pour mes rendez-vous et tu envoies une carte à chaque employé pour leur anniversaire. Chaque jour, des gens viennent me remercier pour les cartes. J'ai besoin de toi, je dois te rendre heureuse. Je ne fais pas ça, c'est la fille de la probation qui le fait. Ce n'est pas vrai. Tu lui as suggéré que cela améliorerait le moral. Elle m'a dit comment ça s'était passé. Je suis la seule à qui tu dis quoi faire. À tous les autres, tu demandes ou tu suggères. Elle ricana, ça marche, n'est-ce pas? À quelle heure dois-je venir pour le dîner ce soir? En fait, je dois savoir à quelle heure tu veux manger. Eh bien, pourquoi ne rentres-tu pas chez toi, tu te changes et tu viens tout de suite? J'ai oublié de te dire que le barbecue est toujours dans la boîte dans la camionnette. C'était trop encombrant pour que je le porte seul. J'arrive dès que je peux. Pas d'école ce soir? Non, ils n'en ont pas le vendredi soir, personne ne viendrait. Les steaks furent excellents, accompagnés de pommes de terre au four et d'épis de maïs, le tout fait au grill. Après le dîner, ils ont joué aux cartes et Dolly et Debbie ont battu John à plate couture au jeu de pêche. John les a emmenés à un Dairy Queen voisin pour le dessert et elles se sont bien amusées, en mettant un peu de désordre dans la voiture. De retour à leur appartement, John aida Debbie à préparer Dolly pour le lit. Ensuite, Debbie et John s'assirent avec un peu de vin spécial qu'elle avait acheté dans un vignoble local. Finalement, John sut qu'il était temps de rentrer. Il demanda s'il pouvait les revoir le lendemain, mais Debbie le regarda sérieusement et ne répondit pas. John attendit un instant et dit, « D'accord, je suppose que vous êtes occupé. Je vous vois au travail. » « John, j'ai besoin de te parler, » dit Debbie, l'effrayant un peu. Avait-il été trop pressant? « J'écoute, » lui dit-il. « Je sais que tu écoutes toujours tout ce que je dis, mais tu ne reçois pas mes messages. Qu'est-ce qui m'échappe? John, je pense que je dois te libérer de ta promesse. Je pense que je dois trouver un autre emploi. » Le cœur de John s'arrêta. Pourquoi? Je pensais que tu aimais ton travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te dois tellement maintenant que je ne pourrai jamais te rembourser. Je ne sais juste pas quoi faire. Toi? Tu ne me dois rien. J'ai reçu bien plus de toi que je n'ai donné. Comment est-ce possible? Je ne t'ai rien donné. Oui, tu l'as fait. Le temps que j'ai passé avec toi et Dolly est le temps le plus précieux de toute ma vie. Ta compassion pour un homme plus âgé m'a sauvé la vie. Tu es la personne la plus douce que j'ai jamais connue. John marqua une pause puis ajouta, « Si je n'étais pas si vieux, je te courtiserais de toutes mes forces. » Il regretta immédiatement ces mots, « Je n'aurais pas dû dire ça. Je suppose que tu as raison, tu as besoin d'un jeune homme de ton âge. » Elle le regarda, perplexe, « Est-ce que j'entends bien? Tu dis qu'à cause de ton âge, tu ne me courtiseras pas? Tu dis que tu m'aimes? Oui. Je suis désolé, je ne veux pas t'embarrasser ni t'effrayer, mais oui, je t'aime de tout mon cœur. » John la regarda attentivement tandis qu'il lui ouvrait son cœur. Un grand sourire apparut sur son joli visage. Elle sauta sur ses genoux et l'embrassa, rompant le baiser pour faire pleuvoir de doux baisers sur tout son visage. « John, mon chéri, je t'aime aussi. Dolly t'aime beaucoup. Je veux me réveiller le matin avec toi à mes côtés. Je ne sais pas comment te plaire, tu dois m'enseigner l'intimité. » John savait qu'il avait un sourire idiot sur le visage. Elle l'embrassa à nouveau et dit, « John, je ne connais pas grand-chose à l'intimité, mais je sais que tu es l'homme le plus attirant que j'ai jamais rencontré. Je suis tombée amoureuse de toi le premier jour où je suis venue travailler pour toi. » Elle caressa son visage en parlant doucement, « Je rencontre et je parle à des jeunes gars à l'école tout le temps. Ils sont comme des enfants immatures, ils ne se soucient de personne d'autre qu'eux-mêmes. Ils sont superficiels et n'ont aucune profondeur de caractère. Tu es tout le contraire et j'adore ça chez toi. » John se pencha et l'embrassa, la faisant taire d'un long et doux baiser. Il la souleva et la porta jusqu'à sa chambre. Elle l'embrassa doucement et tendrement, « Oh John, faire des câlins comme ça, c'est presque aussi bien qu'être ensemble. J'aime ce sentiment rêveur de contentement et d'être rempli de ton amour. » Elle ricana, « J'espère que tu peux danser aussi bien debout qu'allongé. » Danser? Oui, ma chérie, j'adore danser, répondit John. Maman T'es mon oncle était de merveilleux danseurs. J'ai même enseigné la danse pour le studio Arthur Murray pendant les 3 dernières années du lycée.
Mon rêve de jeune fille était d'épouser un homme grand, fort et beau qui danserait avec moi au coucher du soleil pour notre lune de miel. Eh bien, 3 sur 4, ce n'est pas mal. En fait, ta performance ensemble compense largement la danse. Je pourrais m'en passer, mais j'adore absolument ta douce affection. Il n'y a aucun moyen que je puisse vivre sans ça. John pensa à toutes les choses qu'ils devaient accomplir le lundi, organiser leur licence de mariage, les tests sanguins, les plans de lune de miel, les arrangements de logement et d'innombrables autres détails. Puis il réalisa qu'il allait juste laisser cette petite dynamo s'occuper des problèmes et que tout serait organisé en un clin d'œil. Il baissa les yeux vers Debbie, accueilli par un sourire et des yeux bleus étincelants. Elle sourit, je t'observais réfléchir. Je sais que tu es arrivé à une sorte de solution à ton dilemme. Puis-je t'aider? John lui dit ce qu'il pensait. Elle sourit et ferma les yeux en disant, pas de problème, j'ai tout ça dans mon bureau. Retourne dormir. John essaya de dormir mais son esprit s'emballait. Il regarda l'amour de sa vie alors qu'elle se blottissait contre lui. Quand il ouvrit lentement les yeux, elle sourit gentiment, je t'aime tellement. Il n'y a aucun problème que nous ne puissions résoudre en quelques minutes, l'assura-t-elle. Le plus grand est que je ne veux plus jamais dormir sans toi à mes côtés, tant que je vivrai. As-tu de la place pour Dolly et moi là où tu vis? Oui, je suis dans un appartement avec 3 chambres et 2 salles de bain et demi en ce moment. Nous pouvons vous déménager aujourd'hui. Elle se blottit contre lui, déplaçant sa main vers son visage et l'attirant pour un baiser sur sa joue, vois, un problème de résolu déjà. J'ai besoin de me rafraîchir pour pouvoir te donner un vrai baiser. D'accord, vas-y. Quand elle revint, elle avait une serviette autour d'elle et sourit en traversant la chambre et en entrant dans le salon. Elle fut de retour en une seconde, serrant un petit carnet. Elle sauta dans le lit avec John, feuilleta le livre et lui montra une page intitulée « Informations sur le mariage ». Elle listait des adresses, des numéros de téléphone et des heures d'ouverture pour divers endroits, y compris le greffier du tribunal et les notaires. Il y avait aussi une section décrivant les choses qu'il devait décider concernant la banque, les cartes de crédit, les titres de voiture, l'assurance et plus encore. « Depuis combien de temps planifies-tu ça » demanda John. Elle ricana, « Depuis que je t'ai rencontré. J'ai fait tout ça après que tu te sois endormi la nuit dernière. Je ne pouvais pas me reposer avec tout ce que j'avais en tête, alors je me suis levé et j'y ai travaillé pendant 1 heure. Puis j'ai pensé à toi au lit et j'ai dû sauter de nouveau avec toi. Je combats l'envie de te toucher tout le temps. Et, cède à tes envies, j'adore ça aussi. Les choses se sont déroulées comme sur des roulettes. Ils se sont mariés dans le bureau de John le lundi après-midi, juste Debbie, Dolly, plusieurs témoins, le notaire et John. Dolly était si heureuse et excitée qu'elle voulait que John la tienne tout le temps et Debbie eut la même idée. Avec Dolly dans son bras gauche et Debbie tenant son bras droit, John n'aurait pas pu être plus heureux. Tous deux étaient excités par leur nouvelle maison, qui était un peu plus loin du bureau. Debbie a trouvé un jeune homme nommé Jeff Petrino pour reprendre la majeure partie de son travail quotidien. Ses corvées. Il avait environ 30 ans, grand et d'allure athlétique. John n'était pas ravi, mais ne dit rien. Le lendemain matin, John remarqua que Debbie était occupée avec Jeff la plupart du temps. Il se rendit au service de secrétariat et parla avec Joanne, la responsable. Il y avait une jeune assistante qu'il ne connaissait pas, très séduisante. John demanda son nom à Betty et lui expliqua ce qu'il voulait. Betty sourit et dit que la jeune femme serait dans son bureau le matin, prête à prendre la dictée. C'était presque l'heure de la fermeture lorsque JN retourna à son bureau et trouva Debbie montrant à Jeff comment fonctionnait leur système d'interphone. John portait Dolly quand il dit « Salut Debbie. Dolly et moi sommes prêts à y aller. Nous t'attendrons dans l'atrium. »« Attends-moi, chérie, nous avons juste fini, » répondit Debbie en courant chercher sa veste. « Où allons-nous » demanda-t-elle alors que JN les conduisait à la voiture. « Tu verras » répondit John. Elle ouvrit de grands yeux quand il se gara devant un immense grand magasin de luxe. Ils prirent Dolly et sa poussette, elle était un peu lourde à porter dans le magasin et si on la posait, il fallait la surveiller à chaque seconde. Ils entrèrent dans la section des vêtements pour femmes et furent accueillis par une jeune assistante nommée Gia. Qui leur offrit son aide. John lui dit que sa ravissante nouvelle épouse avait besoin d'une garde-robe entièrement nouvelle, comprenant des tenues de travail, des tenues décontractées et plus encore. Il lui tendit un bout de papier avec tout listé, ainsi qu'un budget de $5000. « Combien de temps avons-nous avant la fermeture ce soir » demanda Jane. « Si nécessaire, nous pouvons revenir demain matin. »
Merveilleux. Debbie se tint devant John, les mains sur les hanches. N'ai-je pas mon mot à dire? Bien sûr, chérie. Tu choisis ce que tu aimes ou ce dont tu as besoin, et je te dirai si j'aime ou non. Ta décision est finale, mais tu vas avoir une nouvelle garde-robe. C'est le tour de Dolly demain. L'assistante regarda Debbie, émerveillée. Où as-tu trouvé un homme comme ça? Waouh! Je suis très chanceuse, répondit Debbie. Je l'aimerais même s'il était un pauvre sans-abri. J'ai une souris, ce sera facile avec votre silhouette. Commençons par la lingerie, trouvons vos tailles, puis les costumes et robes pour le travail, les chaussures et les accessoires. Nous ferons un suivi constant du total. 2 heures plus tard, John était assis là, tenant une Dolly endormie dans ses bras, se demandant dans quoi il s'était embarqué. Il avait dû s'assoupir et fut réveillé par un baiser d'une Debbie souriante. Pauvre chérie. Nous allons arrêter pour l'instant et nous retrouverons demain après-midi. Attends de voir toutes les belles choses que j'ai eues. J'ai eu 6 tailleurs et 6 robes, avec des chaussures, des chemisiers, des pulls et des accessoires pour moins de 2500 $. Quand ils rentrèrent au condo de John, ils étaient épuisés après avoir transporté 4 chargements de boîtes dans son dressing. Le dressing attenant était presque vide, même s'il contenait tous les vêtements qu'elle possédait. Elle commença à ouvrir les boîtes et à ranger les affaires, et JN proposa de l'aider si elle décidait où les ranger. Il ouvrit les boîtes et plaça soigneusement les articles sur le lit pendant qu'elle les organisait, ce qui rendit le processus beaucoup plus rapide. Bientôt, John la dépassa. Il vérifia le congélateur pour voir ce qu'ils avaient pour le dîner. Pas grand-chose. Il lui demanda si elle préférait chinois ou italien, et Debbie dit qu'elle adorait le chinois. John trouva le menu du restaurant chinois le plus proche et ils optèrent pour un plateau combiné pour 2. Il demanda à la fille qui prenait sa commande de choisir les meilleures ventes, ce qu'il trouva une idée intelligente. La nourriture était excellente et Dolly adora les gâteaux de la fortune. Elle les ouvrit tous et insista pour qu'on lui lise les fortunes à l'intérieur, les prenant très au sérieux. Après avoir ouvert le dernier gâteau, elle tendit le message à JN et dit « Papa, lis ça ». JN le regarda attentivement, « Tu es une fille très chanceuse. Il est écrit que ton papa va t'emmener faire du shopping pour de nouvelles robes demain. Sois sage et d'autres prix te parviendront. » Ses yeux s'illuminèrent. C'était pour moi. Je ne sais pas, ça ne peut pas être pour moi, répondit John en jetant un coup d'œil à Debbie. Tu as un papa qui t'achètera des robes? Non, tu n'étais pas mon papa, et nous savions déjà que tu allais m'acheter plus de vêtements. Ça doit être pour Dolly. Le shopping se passa bien le lendemain et les 2 filles eurent beaucoup de choses. Quand elles rentrèrent à la maison et eurent tout rangé, Debbie montra à John un site web qu'elle adorait, Victoria's Secret. Il lui restait un peu d'argent du shopping en ville, alors JN l'encouragea à acheter des articles d'été, espérant qu'il pourrait prendre une semaine de congé pour leur lune de miel quelque part dans les îles. Il la laissa dépenser 1000 $ de plus, sachant qu'elle serait magnifique dans bon nombre de ses tenues. Elle lui présenta certains de ses nouveaux vêtements et elle était splendide dans tout ce qu'elle essayait. Il y avait une robe qui lui allait parfaitement, épousant sa silhouette juste comme il fallait. John était convaincu que c'était de l'argent bien dépensé, après tout, une mariée heureuse est un spectacle charmant. Une fois Dolly endormie, JN attira Debbie sur ses genoux et ils partagèrent quelques doux baisers. Il suggéra doucement que ce serait peut-être un bon moment pour elle d'appeler sa mère et de partager la nouvelle à leur sujet. Elle y réfléchit quelques instants et dit, « J'y pense depuis un moment. Je les aime toujours. Je suppose qu'ils savent où je suis, ou où j'étais il y a quelques jours. Devrais-je le faire maintenant? Ça fait plus de 3 ans que je suis parti. Je pense que tu devrais parler à ta mère et lui faire savoir comment tu vas, conseilla John. Je suis sûr qu'ils voulaient ce qu'ils pensaient être le mieux pour toi. Ils n'ont pas réalisé la fille forte et capable qu'ils avaient. Des larmes coulèrent sur ses joues. C'est comme ça que tu penses à moi. Ce n'est qu'une partie de la façon dont je te vois, répondit John. Je n'ai pas inclus belle, douce, intelligente, déterminée et tellement plus. Debbie se leva et prit un téléphone sans fil, composant un numéro. Après avoir écouté un instant, elle dit, « Salut maman, c'est moi, Debbie. »« Oui, c'est vraiment moi. Comment allez-vous, toi et oncle Bill ?» Elle sourit en disant à sa mère qu'elle leur manquait à tous les deux. Elle partagea qu'elle avait une fille nommée d'après sa grand-mère et qu'elle venait d'épouser le meilleur mari du monde, voulant partager sa joie avec sa famille. Ils parlèrent pendant 1 heure. Quand elle raccrocha, elle se précipita vers John, les larmes aux yeux.
Oh, John, tu as été si merveilleux. Je suis contente que tu m'aies fait faire ça. Maman était si heureuse d'avoir de mes nouvelles, oncle Bill aussi. Ils veulent que nous venions les voir bientôt. John demanda où il vivait et elle répondit, dans une petite ville appelée Melrose, en Floride, à moins d'1 heure de route. Et après-demain, puisque c'est dimanche, suggéra John. Debbie sourit, je les appellerai demain matin. Elle se leva pour coucher Dolly et dit à JN de venir dans quelques minutes pour l'embrasser pour la bonne nuit. Tandis que John s'approchait de la chambre de Dolly, il les entendit parler. Debbie faisait des prières avec elle, demandant à Dieu de bénir leurs proches et de les protéger de tout mal. Dolly dit, papa aussi. Debbie répondit, mon cœur, papa par-dessus tout. John franchit la porte et les serra toutes les deux. Il prit Dolly dans ses bras et l'embrassa. Elle le serra en retour et il lui dit qu'il l'aimait, lui souhaitant de doux rêves. Les larmes lui montèrent aux yeux quand elle dit qu'elle aimait sa maman et son papa autant qu'elle le pouvait. Elle était si douce et John aimait vraiment ses deux filles. Il espérait qu'ils auraient un autre enfant bientôt. John était occupé à préparer le petit déjeuner lorsque Debbie appela sa mère. Elle affichait un large sourire quand elle lui dit qu'il maintenait la visite de dimanche. Elle ne s'étendit pas, et JN choisit de ne pas poser de questions. La virée shopping du samedi après-midi fut une chasse aux tenues jolies et sobres pour chacune de ses filles pour une visite chez mamie. Ils se décidèrent finalement sur des tenues presque identiques, jupe en jean avec pull à col roulé noir et veste en jean. Dolly portait des collants noirs et de petites bottines noires, tandis que sa mère était ravissante en leggings noirs avec de hautes bottes noires. Elles portaient toutes les deux des casquettes de baseball rouge vif, leurs cheveux dorés attachés en queue de cheval. Ensemble, elles étaient incroyablement mignonnes. Seule, Debbie était magnifique dans un style casual country, un jean, une chemise bleu clair et un blazer marine avec des baskets. Debbie guida John vers l'immense vieille maison et la porte s'ouvrit quand ils s'arrêtèrent sous le portique. Une charmante femme âgée, suivie d'un homme plus âgé, accueillit Debbie à bras ouverts. Sa mère et Debbie s'embrassèrent, toutes deux émues. John sortit Dolly de son siège auto et lui tint la main alors qu'il s'approchait de l'homme âgé. « Vous devez être oncle William. »« Je suis John Nelson, » dit-il en tendant la main. L'homme âgé lui serra la main fermement, souriant largement. « Vous avez raison, monsieur Nelson. Voici notre fille, Dolly, » dit John. « Oui, monsieur, voici notre fille, Dolly. » Le vieil homme s'agenouilla et ouvrit les bras à Dolly. Elle sourit et fit une révérence. « Je suis contente de vous rencontrer, monsieur. » Des larmes coulèrent sur les joues du vieil homme alors qu'il répondait, « Je suis très heureux de te rencontrer aussi, Dolly. Puis-je te prendre dans mes bras et te présenter à ta grand-mère » Dolly regarda John et quand il hocha la tête, elle dit que c'était bon. Oncle William la prit dans ses bras et dit, « Sœurette, j'ai quelqu'un ici que tu veux rencontrer, ta petite fille. » La femme âgée se retourna, les yeux écarquillés de surprise. « Oh mon Dieu, elle est si adorable !» s'exclama-t-elle en tendant les bras. Dolly se tourna et tendit les bras vers John en disant, « Non, je veux mon papa. » John se précipita pour la prendre et la réconforter pendant que Debbie et sa mère avaient l'air choqués. JN serra Dolly contre lui et lui murmura une question. Elle répondit doucement et il la ramena vers les autres. JN remarqua que Dolly semblait un peu appréhensive autour de la mère de Debbie. Il semblait que chaque fois que Debbie parlait d'elle, elle fondait en larmes. Dolly ne comprenait pas pourquoi, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Debbie, as-tu peur de ta mère » demanda John. Elle secoua la tête, « Non, j'aime maman. » JN serra Dolly fort contre sa poitrine, « Dolly, je t'aime et je ne laisserai jamais personne te faire de mal. Ta maman a pleuré parce qu'elle aime sa maman et qu'elle lui manque beaucoup. Il y a eu une erreur, M. Et elle a été corrigée. Maintenant tu peux serrer dans tes bras la maman de ta maman, n'est-ce pas amusant ? Elle a l'air très gentille et ta maman est très heureuse de la voir, n'est-ce pas ? Dolly regarda John, « Seras-tu là, à côté de moi » ? Oui, je serai juste ici, à côté de toi, promit John. John sourit à la mère de Debbie et emmena Dolly vers elle. Madame Summers plaça délicatement ses mains de chaque côté du visage de Dolly. « Je t'aime, Dolly, dit-elle. Dolly était aussi le nom de ma maman. Dolly regarda Debbie, « Tu savais que le nom de ta maman était aussi Dolly » ? Oui, ma chérie, confirma Debbie. J'aimais beaucoup ma maman et je voulais que mon bébé porte son nom. Vous allez encore faire du mal à ma maman, demanda Dolly à Madame Summers. Madame Summers secoua la tête, non, ma chérie, plus jamais.
Dolly se tourna vers John et, quand il hocha la tête, elle dit « Tu peux m'embrasser maintenant ». Se retournant vers Madame Summers, John s'écarta, laissant la grand-mère et la petite fille créer des liens. Une fois à l'intérieur de la maison, Dolly s'assit sur les genoux de sa grand-mère, l'air heureuse. Debbie sourit à John avec amour et il lui rendit son sourire. Oncle Bill, désormais juste Bill, fit remarquer qu'il reconnaissait John d'une précédente rencontre concernant une proposition qu'il avait faite pour un nouveau clubhouse à leur country club plusieurs mois auparavant. Ils déjeunèrent agréablement et il était évident que Dolly et Madame Summers devenaient rapidement les meilleurs amis du monde. À ce moment-là, John s'était pris d'affection pour Bill, qui avoua que le fait d'avoir insisté pour que Debbie avorte avait été la plus grande erreur de sa vie. « Bill, j'espère ne jamais avoir d'affrontement avec ma femme, » dit John avec un sourire. « Je n'ai jamais vu d'adversaire plus déterminé. Elle est très intelligente et concentrée, comme un petit pitbull qui va à la jugulaire. » Il continua à décrire l'impact de Debbie sur son entreprise. « Elle est venue travailler pour mon entreprise il y a environ 6 mois. Dès son premier jour, elle a recherché, planifié et promu de manière indépendante une crèche pour le bâtiment, qui a été approuvée 2 jours plus tard et opérationnelle en seulement 2 jours de plus. Maintenant, elle dirige toute mon entreprise en tant qu'assistante personnelle et c'est une petite dynamo. Elle a réorganisé la plupart des départements, transformant les flux de travail et augmentant considérablement la production après avoir pris le relais de 2 des chefs de département que j'avais licenciés. Elle résout les problèmes de bureau avant même qu'ils n'arrivent jusqu'à moi. Depuis qu'elle a pris les rênes, mes bénéfices ont augmenté de 15%, tout cela grâce à son efficacité. Mieux encore, son sourire chaleureux apporte de la joie à tout le monde, surtout à moi. Il est clair que je suis très amoureux de votre nièce, conclut John. Je vois que le sentiment est mutuel, observa Bill. Je suis vraiment heureux pour elle. Nous nous sommes toujours bien entendus jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Elle a insisté pour ne pas interrompre sa grossesse. Et peu importe ce que j'ai dit, j'ai proposé de couvrir les frais de l'intervention, mais le lendemain matin, elle était partie. Elle est partie avec seulement ce qu'elle portait, et nous l'avons cherchée pendant des mois sans aucune piste. Si elle était restée dans la région, elle devait avoir évité tout emploi régulier ou toute situation qui aurait laissé une trace de son nom. Après presque 1 an, nous avons arrêté de la chercher. Sa sœur était loin d'être idéale, mais Debbie était une perle. C'était un après-midi agréable et mamie voulait que Dolly passe un jour ou 2 avec elle, mais Debbie et John pensaient qu'elle était un peu trop jeune pour cela. John n'a pas mentionné qu'il n'était pas tout à fait prêt non plus. Dolly ne passait que la moitié de ses journées à la nouvelle crèche, l'autre moitié, elle était soit dans le bureau de Debbie, soit avec John. Elle était la bienvenue dans tous les bureaux de leur étage. Debbie était une manager très impliquée, visitant fréquemment chaque bureau et posant des questions. Nos employés ont vite appris que dire « je ne sais pas » ne suffisait pas s'ils voulaient que les choses se déroulent sans accroc. La bonne réponse était « je vais me renseigner ». Elle offrait toujours un sourire encourageant ou une tape dans le dos. Quand elle était satisfaite, elle les félicitait et les remerciait généreusement pour un travail bien fait. Tout le monde aimait la voir sourire, un froncement de sourcils de sa part pouvait être dévastateur. Un jour, John remarqua la nouvelle secrétaire assise à l'ancien bureau de Debbie, l'air contrarié. Quand elle entra dans son bureau et referma la porte derrière elle, elle demanda comment se déroulait le travail avec la nouvelle fille. John répondit qu'elle allait bien, mais qu'elle n'avait pas tout à fait le même charme que Debbie. La nouvelle. Le secrétaire le regarda fixement, une larme coulant sur sa joue. Il se leva immédiatement et la serra dans ses bras, lui assurant qu'il plaisantait seulement. Je ne saurais jamais si une fille pouvait se comparer à Debbie. Elle et Dolly auront toujours toute mon affection aussi longtemps que je vivrai. Debbie leva les yeux vers lui, un sourire apparaissant. Tu le penses vraiment? Bien sûr, vous avez toutes les deux toute mon affection. Eh bien, ça pourrait changer, laissa-t-elle entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pourrais devoir partager un jour, à l'avenir. Pas question, pas de partage. Eh bien, peut-être dans ce cas-là, répondit John en plaisantant, mais le petit poussin dehors ne compte pas comme un nouveau bébé. Tous deux travaillaient dur pour faire avancer leur projet, espérant prendre une semaine de congé pour leur lune de miel. Alors que John passait devant le bureau de Debbie, il jeta un coup d'œil et les vit, elle et Jeff, debout près de son bureau, en train d'examiner des documents. Jeff était légèrement derrière elle et, alors qu'elle se penchait sur le bureau, il se pencha en avant pour voir ce qu'elle montrait du doigt. Plus tard ce jour-là, John visita la crèche pour voir Dolly et ressentit le besoin d'utiliser les toilettes des hommes. Alors qu'il était dans une cabine, il entendit plusieurs hommes discuter.
L'un d'eux remarqua, oui, elle a le plus mignon petit sourire du monde. Elle s'ouvre à moi de plus en plus chaque jour. Je sais que le vieux ne peut pas la rendre heureuse. Un autre répondit, bonne chance avec ça. Fais juste attention, t'amuser avec la femme du patron pourrait te coûter ton emploi. C'est elle qui gère tout ici. Quand elle dit et saute, il demande jusqu'où? Oui, mais elle m'a dit que nous irions sur des chantiers dans les 2 prochains jours, ce sera ma chance de vraiment l'impressionner, se vanta le premier homme. John retourna à son bureau, remarquant Debbie et Jeff rire ensemble alors qu'ils passaient. Il prit un instant à son bureau avant d'appuyer sur le bouton de l'interphone. Debbie, si tu n'es pas occupée, s'il te plaît, viens ici un instant. 5 minutes plus tard, elle entra dans son bureau avec Jeff derrière elle. Salut mon chéri, de quoi as-tu besoin? Elle sourit. John lui rendit son sourire et se tourna vers Jeff. Jeff, s'il te plaît, ferme la porte derrière toi et attends dans le bureau de Madame Nelson. Elle sera avec toi sous peu. Dès que la porte se referma, John prit Debbie dans ses bras et l'embrassa chaleureusement. Il remarqua Jeff regarder alors qu'il fermait lentement la porte derrière lui. J'adore quand tu fais ça, gloussa-t-elle. Eh bien, ce n'est pas tout ce que je voulais, dit John. Je veux que tu renvoies Jeff. Pourquoi? Il s'en sort bien. Il n'est là que depuis quelques semaines et il est toujours en période d'essai. Tu n'as pas besoin de donner de raison, insista John. Pourquoi n'est-ce pas suffisant que je te l'ai demandé? Debbie, tu as la responsabilité de gérer mon entreprise pour moi. Je t'ai donné une liberté totale dans sa gestion et je n'ai jamais remis en question aucune de tes décisions. J'ai fait une demande, c'est à toi de prendre la décision. Debbie le regarda un instant, puis se retourna et sortit. John sourit à lui-même, sachant qu'elle ferait le bon choix. Plusieurs heures plus tard, à l'heure de la fermeture, John entendit ses talons sur le sol et leva les yeux pour voir son visage souriant. « Salut mon chéri, tu es prêt à rentrer à la maison? » Bien sûr que oui, allons-y. Elle prit son bras et le serra fort tandis qu'il marchait vers l'ascenseur. Dans l'ascenseur bondé, elle se pressa contre lui et sourit. « Je t'aime. »« Je t'aime aussi, ma chérie, répondit John, et elle gloussa, moi aussi, ajouta-t-elle. L'un de leurs locataires, l'associé principal d'un cabinet d'avocats, intervint, John, pourquoi vous ne prenez pas une chambre? Et Irving, c'est là que nous allons en ce moment, répondit John. Si ma femme était aussi belle que Debbie, je ne la laisserais pas s'éloigner autant de moi. Oui, eh bien, si j'étais aussi intelligent que vous, les avocats, j'aurais un lit escamotable dans mon bureau comme vous, plaisanta Teil. Tiens, c'est une idée, ça ne m'était jamais venu à l'esprit, médita John. Debbie gloussa, n'importe quoi. Ce n'est pas ce que tu me dis tous les jours. Tu dis attends qu'on soit à la maison, ah, et puis tu joues juste avec Dolly. Mais mon amour, tu vaux bien l'attente. La porte de l'ascenseur s'ouvrit et ils se dépêchèrent d'aller chercher Dolly à la crèche. Allez, tu ne vas pas me demander si j'ai viré Jeff, l'incita Debbie. Pourquoi ne le virerais-tu pas, demanda John. Je n'y avais pas pensé comme ça, mais tu avais raison. Me diras-tu pourquoi il a dû partir? Si je pense que tu dois le savoir, je le ferai. J'ai une intuition, cependant, l'un de nos employés m'avait demandé à me voir et m'a dit que Jeff racontait à tout. Eu le monde que nous allions nous mettre ensemble de manière inappropriée. Il trouvait que c'était inapproprié pour Jeff de parler comme ça, quelle que soit la vérité. Je l'ai remercié pour l'avertissement et lui ai demandé s'il croyait à l'histoire. Absolument pas, j'ai juste pensé que tu devais être au courant. Bon homme, promets-le à la première occasion que nous aurons, dit John. Tu savais quelque chose, n'est-ce pas? Tu l'as viré avant ou après avoir eu l'information? Environ 30 minutes avant. Pourquoi? Oh, je vois, c'était un test pour voir si je résisterais à le virer, n'est-ce pas? Eh bien, j'y ai réfléchi et je savais que tu ne ferais jamais ça sans une bonne raison, et qu'il y avait une raison de ne pas me dire pourquoi. Je suis un peu déçu que tu ne m'aies pas fait entièrement confiance. Si la situation était inversée, me testerais-tu? Probablement. Nous apprenons tous les deux à nous faire confiance. Il faut apprendre à faire confiance après que sa confiance a été détruite. Eh bien, mon chéri, je dois avouer que renvoyer Jeff m'a dérangé pour une raison quelconque. J'ai toujours eu l'impression de le connaître de quelque part. Le sentiment n'a pas été suffisant pour m'empêcher de faire ce que tu as demandé. Je ne ressens absolument aucun remords. Que voudrais-tu pour le dîner ce soir? John sourit.
Environ 30 minutes plus tard, la sonnette retentit et il se dépêcha d'ouvrir. Alors qu'il le faisait, un gros revolver fut pointé entre ses yeux. John recula alors que l'homme tenant l'arme dit « Immobilise-toi. Ne bouge pas ou je te fais sauter la cervelle. » John le reconnut instantanément. « Bonsoir, monsieur Petrino, comment puis-je vous aider ?» Il entendit Debbie dire « Jeff, s'il te plaît, pose l'arme et nous pourrons en parler avant que ça n'aille trop loin. »« Sors où je peux te voir, exigea Jeff. »« Où est ma fille ?»« Ta fille ?» demanda Debbie. « Oui, Dolly est notre fille, la tienne et la mienne. Elle devrait être élevée par toi et moi, pas par un étranger. »« Tu te trompes, Jeff, rétorqua Debbie. John ici est le père de Dolly. Nous sommes ensemble depuis 4 ans. Nous n'avons pas pu nous marier tant qu'il n'avait pas obtenu son divorce. »« D'où penses-tu me connaître ?» demanda-t-elle. « Tu travaillais au grand magasin Carter Brothers du centre-ville à Ocala. J'y travaillais aussi. Tu étais la gérante du rayon chaussures pour dames. »« Désolé Jeff, je n'ai jamais travaillé à Ocala de ma vie. Avant de travailler pour John, je travaillais pour un concessionnaire automobile à Gainesville comme secrétaire. »« Désolé, mais tu as la mauvaise personne. À quel point connaissais-tu bien cette fille ? Êtes-vous sortis ensemble longtemps ? demanda John. Eh bien, je ne la connaissais pas si bien que ça. Je la voyais souvent, mais nous ne nous sommes pas mis ensemble avant de nous rencontrer à une fête de Noël de l'entreprise. John observa l'arme s'abaisser alors que Jeff parlait à Debbie, qui était totalement concentrée sur lui. John saisit l'occasion, frappant Jeff aussi fort qu'il le put sur le côté de la tête. Jeff tomba comme une pierre. John arracha le pistolet au moment où il toucha le sol. Debbie fut sur Jeff en un éclair, le frappant du pied aussi fort qu'elle le put. « Espèce de bon à rien, tu vas m'agresser, hein ?» cria-t-elle, le frappant à la tête et au visage plusieurs fois jusqu'à ce qu'un shérif adjoint la saisisse et la retienne. Soudain, il y eut une demi-douzaine d'adjoints dans leur appartement. Quand tout se calma et que Jeff fut menotté, ils apprirent que le livreur de pizza avait vu Jeff pointer une arme sur eux et avait appelé la police avec son téléphone portable. Ils vérifièrent Dolly et la trouvèrent profondément endormie dans son lit. John paya la pizza et laissa un pourboire généreux. Après cela, ils furent tenus de s'asseoir et de fournir des déclarations sur l'incident. L'adjoint apporta son ordinateur portable et consulta les informations sur l'ancienne affaire de Debbie. Il les informa que Jeff serait également inculpé pour cette affaire, ainsi que pour agression avec une arme mortelle, effraction à domicile et possiblement d'autres crimes. Une fois les adjoints partis, ils réchauffèrent la nourriture et dînèrent tranquillement. Aucun d'eux n'avait beaucoup d'appétit, et ils se contentèrent de rester proches l'un de l'autre. Elle leva les yeux vers lui et dit « Je ne me souviens même pas l'avoir vu avant qu'il ne vienne travailler pour nous. »« Je pense que subconsciemment, tu te souvenais peut-être de lui, répondit John, mais ton esprit l'a bloqué pour te protéger de revivre le traumatisme de l'agression. Il se pourrait aussi que tu n'aies jamais eu un bon aperçu de son visage s'il faisait sombre ou si quelque chose te couvrait les yeux. » Debbie le regarda et dit « J'espère vraiment qu'ils l'enfermeront pour longtemps. »« Waouh, tu l'as vraiment bien géré. Comment va ta main ? » Ça fait un peu mal, mais ça ira mieux demain matin, répondit John. Laisse-moi voir, dit-elle. Elle examina sa main, qui était enflée. Il faut mettre de la glace là-dessus. Quand elle revint avec un bol de glace, John la félicita pour la façon dont elle avait embrouillé Jeff. Il ne savait plus quoi croire. Je pensais le distraire suffisamment pour que tu puisses le maîtriser ou le convaincre qu'il s'était trompé de personne, répondit-elle. Tu avais raison sur ce point, acquiesça John. Je suis content que tu aies eu tes chaussons de balai au lieu des talons aiguilles que tu portais au travail. Tu aurais fait de sérieux dégâts. Et, personne ne menace mon bébé ou mon homme et s'en sort impunément, déclara-t-elle en levant sa main et en la séchant doucement. J'ai failli te perdre, n'est-ce pas? Des larmes roulèrent sur ses joues et elle trembla légèrement. John la serra contre lui, la tenant jusqu'à ce qu'elle se calme. Après un moment, il suggéra qu'ils se renseignent tous les deux pour obtenir des permis de port d'armes dissimulés. Il lui demanda aussi d'appeler un centre d'arts martiaux local pour voir s'il pouvait leur recommander quelque chose à porter en attendant d'obtenir leur permis. Elle mentionna connaître un endroit près de Melrose où elle avait grandi. Cette nuit-là, ils se câlinèrent et se caressèrent jusqu'à s'endormir. La main de John le gênait, alors il se leva pour l'envelopper d'un bandage S. Au moment où il commençait, une petite paire de mains lui prit le bandage. « Chérie, tu ne peux pas faire ça tout seul. Laisse-moi t'aider, dit Debbie, le bandant légèrement mais fermement,
ce qui fit une grande différence quand il le heurtait en essayant de dormir. Le matin, il la remercia chaleureusement pour son aide. Elle sourit et dit, « John, mon très cher mari, tu dois apprendre à me laisser t'aider davantage. Chaque fois que tu cognais ta main, tu gémissais et tu me réveillais. J'adore faire des choses pour toi, alors s'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Malgré sa main blessée, John se débrouilla bien car la plupart de ses saisies étaient tactiles. Sa douce épouse le vérifiait toutes les demi-heures et refaisait son bandage fréquemment. Elle lui dit qu'elle les avait tous les deux inscrits à un cours de port d'armes dissimulé dans une armurerie locale pour les 5 prochains jours. « As-tu déjà tiré avec une arme » demanda John. « Oui » répondit-elle. « Oncle Bill m'a appris à tirer avec un revolver et un pistolet automatique. J'ai aussi tiré avec des fusils et des fusils de chasse, mais surtout des pistolets. Je suppose que je vais devoir prendre quelques conseils de toi, plaisanta John. J'ai vu cette photo de toi quand tu étais marine. Tu étais si mignon avec une poitrine pleine de médailles, y compris des médailles de tir pour le fusil et le pistolet. Je ne fouinais pas, rit-elle. Je cherchais une enveloppe et je l'ai trouvée dans le tiroir du milieu de ton bureau. Il n'y a rien dans notre maison que tu ne puisses pas voir, c'est notre foyer et je n'ai aucun secret pour toi, du moins aucun que tu ne découvriras jamais, répondit John. Maintenant, je vais devoir fouiller chaque recoin, taquina-t-elle. Elle le regarda pensivement avant d'ajouter, « Chérie, je te connais, tu es un terrible menteur. Tu ne peux pas me regarder dans les yeux si tu mens, même quand tu plaisantes ou que tu taquines. J'aime ça chez toi et je t'aime de tout mon cœur. » Après s'être préparé pour le travail, John emmena Debbie dans son bureau pour lui montrer le casier à armes caché derrière une fausse cloison dans le placard. Il contenait plus de 20 armes, chacune avec les munitions assorties. Il lui dit d'en choisir une à emporter à leur cours cet après-midi-là. À sa surprise, elle choisit un vieux revolver EV Johnson de calibre .22 à canon de 2 pouces. « C'est exactement comme celui d'oncle Bill » s'exclama-t-elle. Puis quelque chose d'autre attira son attention. Elle sortit un Walter PPK automatique de calibre .380, faisant glisser la culasse pour vérifier s'il était chargé. Levant les yeux vers John, elle demanda, « Puis-je essayer celui-ci aussi ?» Oncle Bill en avait un de calibre .32. « Que penses-tu du .380 » ? « Je le préfère au .32, répondit John. « Ils sont identiques, à l'exception de la cartouche. Je crois qu'avoir une arme que l'on aime et avec laquelle on est à l'aise est plus important que la puissance de la cartouche. Comme mon père disait, un tir précis au bon endroit, c'est ce qui compte, quel que soit le calibre. » Debbie eut l'air pensive. « Waouh, ça a du sens. » Oncle Bill portait un Johnson comme celui-ci quand il n'était pas en service. John hocha la tête. C'est exact. Il croyait en son côté pratique, léger et facile à manipuler, surtout pour quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'agir rapidement. Après le travail, ils déposèrent Dolly chez grand-mère et se rendirent au centre d'arts martiaux où ils rencontrèrent le propriétaire. Ils lui expliquèrent leur situation et firent part de leurs préoccupations quant à la sécurité de Dolly, à autant présence de jeunes enfants. Il leur montra une matraque de défense qui ressemblait à une innocente lampe de poche mais pouvait s'étendre jusqu'à 21 pouces de long d'un simple mouvement du poignet. Il leur proposa un cours d'1 heure pour leur apprendre à l'utiliser et ils en achetèrent 2, arrangeant le cours pour la semaine suivante. Ils se rendirent ensuite au stand de tir où Debbie s'entraîna avec les 2 armes. Elle préférait le PPK et, après une demi-heure, parvint à placer chaque tir du chargeur de cette cartouche dans la zone noire des cibles silhouettes, à 10 et 15 yards. Ils lui procurèrent un étui ceinture pour le Walter et elle trouva plusieurs sacs à main élégants avec des étuis intégrés qui convenaient parfaitement au PPK. Quant à John, il choisit son Smith & Wesson .40 cal automatique, modèle militaire et police, achetant un étui banane qu'il aimait bien. Ensuite, ils allèrent chercher Dolly et partagèrent leurs achats avec Mamie et oncle Bill. Bill fut impressionné par les matraques et montra à John un morceau de barre d'acier qu'il gardait dans sa voiture pour se défendre. Il expliqua qu'il était suffisamment polyvalent pour ne pas ressembler à une arme s'il devait l'utiliser. Suite à l'incident avec Jeff, John fit installer par leur équipe de sécurité des caméras de vision diurne et nocturne cachées aux portes avant et arrière, ainsi que dans le garage, avec des moniteurs installés à chaque entrée et sur la console principale. John emmena Debbie au stand de tir 3 fois de plus et le propriétaire complimenta ses excellentes compétences de tir sur le pas de tir. Au stand de tir, John décida de lui enseigner quelque chose de nouveau. Il lui fit placer son PPK dans son sac à main et le suspendre sur son épaule droite. Debout sur la ligne de tir, il plaça la cible à environ 10 pieds en aval.
Maintenant, tire à travers le sac à main. Vise et tire, lui a-t-il appris. Elle rata le premier tir, mais après un peu de pratique, elle atteignait la cible de manière constante, même en visant sous des angles inhabituels. John fut impressionné par ses progrès, surtout lorsqu'elle réussit à atteindre rapidement la cible depuis différentes positions. Après quelques séances supplémentaires, il la fit se tenir dos à la cible et lui demanda de tirer en tournant. Elle tira 6 coups rapidement, chacun atterrissant dans la zone vitale de la cible. Elle leva les yeux vers John avec une pointe d'inquiétude, « Mon sac à main est abîmé. » « Eh bien, nous pouvons arranger ça, » la rassura-t-il. « Je vais enlever la doublure en soie de ce côté et déplacer tes affaires dans l'autre compartiment. Tu devrais peut-être acheter des sacs à main similaires et les faire modifier pour quand tu seras habillé. Si jamais tu veux porter une petite pochette, tu seras toujours protégé. » Elle lui sourit, « Je me tourne toujours vers toi pour ma protection, tu es mon héros. » Le propriétaire du magasin intervint, « Il tire vraiment si bien que ça ?» Debbie le regarda puis répondit, « Il peut tirer son calibre .40 depuis un sac en plastique à 2 fois la distance. Ne parie jamais contre lui aux fléchettes ou au billard, il est tout simplement incroyable. » Elle sourit et ajouta, « Et il fait d'autres choses impressionnantes dont je ne peux pas te parler. » John sentit ses joues rougir tandis que le propriétaire riait, « Ça, c'est ce que j'appelle un témoignage. » Ils réussirent tous les deux le test écrit avec brio et reçurent leur permis par la poste quelques semaines plus tard. Ils continuèrent à fréquenter le stand de tir environ une fois par semaine pendant plusieurs mois, puis ralentirent à une fois par mois. La douce épouse de John devint très habile au tir instinctif jusqu'à environ 10 yards. Quand elle prenait son temps et visait à 25 yards, elle plaçait systématiquement 80% de ses tirs dans le cercle central numéro 10 d'un pouce, le reste dans les anneaux numéro 9 et 8. Ses scores étaient impressionnants, atteignant régulièrement les 280 et 290. John trouvait difficile de la suivre, elle était devenue une excellente tireuse. Chaque fois qu'il passait devant le magasin d'armes, elle insistait pour s'arrêter et tirer quelques coups. Elle portait toujours le premier sac à main que John avait utilisé pour lui apprendre le tir instinctif, maintenant modifié avec l'avant découpé. Le propriétaire déblayait le stand pour elle quand elle tirait. Elle s'avançait vers la ligne de tir en robe d'été, un grand chapeau de soleil à large bord et des sandales à lanière, un sac à main en bandoulière et la main prête à l'intérieur. 6 coups résonnaient rapidement, et elle rechargeait promptement après chaque coup. Le maître de tir l'encourageait en disant, « Vous avez une cible de chaque côté. Je veux que vous touchiez celle de droite, puis celle de gauche, et de nouveau. » Debbie sourit et se prépara alors que les cibles se présentaient à elle pendant 4 secondes. En un éclair, 6 coups explosèrent d'eux. Son sac à main alors qu'elle le déplaçait de droite à gauche. Elle changea rapidement de chargeur, démontrant ce qu'on lui avait appris, ne laissez jamais votre arme inopérante, ne serait-ce qu'un instant. John admirait la diligence avec laquelle elle suivait ses conseils. Après qu'ils eurent chacun tiré quelques chargeurs, ils reprirent leur journée. John savait qu'ils étaient les seuls pour qui le propriétaire déblayait le stand. Il aimait regarder Debbie tirer et appréciait de la voir passer. Il ne restait jamais longtemps, mais le maître de tir les informa d'une page web vendant divers étuis et sacs à main pour différentes occasions. Ils en achetèrent plusieurs, y compris une petite pochette dorée qui ne tiendrait le pistolet que si Debbie pressait l'arrière, lui permettant d'être prête à tirer en un instant. Debbie attirait l'attention partout où elle allait, portant souvent des tenues élégantes qui accentuaient sa silhouette. John appréciait de ne pas être jaloux quand d'autres hommes la remarquaient, c'était quelque chose qu'il aimait aussi. Un après-midi, Debbie entra dans le bureau de John et referma la porte derrière elle. Avec un sourire espiègle, elle grimpa sur ses genoux, l'embrassa profondément et dit, « J'ai tout vérifié et nous sommes en pleine forme. J'ai arrêté de prendre la pilule et je veux partir pour une semaine de vacances, où tu veux. » John leva un sourcil, « D'accord, Madame Dynamo, vous avez organisé ça. Je pensais à un endroit tropical, des plages chaudes, la pêche et tout ça. Devine quoi, nous partons vendredi, après-demain, de Gainesville avec Delta Airlines pour une semaine dans un complexe hôtelier pour adultes où le port du vêtement est facultatif sur l'île de Grand Cayman. Nous serons de retour dans une semaine. » John ne put s'empêcher de sourire. « Combien ça va coûter ? » « Moins d'une semaine de salaire devrait suffire, répondit-elle. « Nous serons tous prêts, juste un petit sac et ma trousse de maquillage devrait suffire, puisque les vêtements sont facultatifs. » John fut stupéfait. « Attends, vêtements facultatifs ? Tu es sérieuse ? » Debbie gloussa, « Détends-toi, la partie où les vêtements sont facultatifs se trouve seulement dans une section du complexe,
avec une section de plage séparée, un snack-bar et une piscine. John rit en imaginant leurs vacances. C'était délicieux. Ils n'essayèrent la partie naturiste qu'une seule fois et cela se révéla être un désastre. Ils trouvèrent un coin isolé sur la plage, se déshabillèrent et profitèrent de l'eau. Après avoir joué un moment dans les vagues, ils s'allongèrent sur leurs serviettes de plage pour prendre le soleil. Tous deux s'assoupirent et se réveillèrent pour se retrouver devant un public. Un homme s'approcha, demandant si Debbie serait intéressée à jouer dans un film pour adultes. Il avait avec lui un ami grand et beau, entièrement nu. Il sourit et fit un clin d'œil à Debbie, disant qu'il pouvait garantir un bon salaire pendant 1 an. John intervint, ma femme est la PDG d'une entreprise valant plusieurs millions de dollars. Il faudra battre 999 000 $ par semaine avec un contrat de 5 ans. L'homme la regarda, puis John, visiblement surpris, vous plaisantez, n'est-ce pas? Je suis sérieux, répondit John. Elle gagne en fait presque le double avec ses avantages. Alors que la foule grandissait, Debbie se leva et enfila son bikini, ramassant sa serviette. Allons-y, chérie, dit-elle. John se leva, enfila son maillot de bain et ils remontèrent la plage, l'homme les suivant toujours en parlant de la façon dont il connaissait son entreprise. Une fois en sécurité dans leur suite, elle le tira près d'elle, l'air espiègle, s'il te plaît, est-ce que je peux le faire, papa? Est-ce que je peux, taquina-t-elle. Debbie, tu sais, peu importe à quel point tu supplies, il n'y a aucune chance que tu deviennes une star de film pour adultes, répondit John. Je veux juste être ta reine, rien que pour toi. Je ferai n'importe quoi pour toi, mais seulement pour toi. Mais si tu acceptais son offre, tu pourrais rencontrer plein de gars, taquina-t-elle. Vraiment, répondit John. Oh, ça a l'air amusant, mais tu n'aurais qu'à signer un seul papier d'abord. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle intriguée. Notre accord de divorce, dit John en plaisantant. Je ne pourrais jamais faire ça. Tu me mettrais vraiment dehors, dit-elle, l'air sérieux. Oui, je pense vraiment que tu le ferais. Je pense que ça te tuerait de le faire, mais oui, je crois que tu le ferais. John la tira sur le lit. Veux-tu que j'aille te trouver ce gars? Attends, je ne crois pas que ce soit ce que tu as dit de moi, mais tu me tolères maintenant. Non, je ne t'ai jamais juste toléré, je t'adore. Eh bien, peut-être juste un tout petit peu plus grand, ce serait bien, gloussa-t-elle. Eh bien, tu pourrais auditionner pour le film, il pourrait faire venir ce beau mec de la plage. Pour te tester. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à croire qu'il était réel. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça, même en photo. Veux-tu que j'appelle notre avocat pour qu'il nous faxe les papiers du divorce? Demanda John. Je ne signerai jamais ça, tu sais que je ne toucherai jamais un autre homme et ne laisserai personne me toucher. Je crois que tu veux juste un poste de star de film pour adultes, rétorqua John en taquinant. Oh, ne sois pas bête, il m'a juste vu nu. John ressentit un mélange d'amusement et une pointe d'insécurité. Bébé, s'il te plaît, ne te sens pas mal, dit Debbie. Ce n'est pas ta faute, tu en as un de taille normale, gloussa-t-elle derrière sa main. John se leva et sortit de la chambre, ayant besoin de se changer les idées. Il erra sans but sur le chemin pavé jusqu'à ce qu'il réalise qu'il se trouvait devant un complexe qu'il ne reconnaissait pas. En regardant en arrière, il retrouva ses repères et retourna dans une zone familière. Alors qu'il marchait, il remarqua un couple s'approchant. La femme ressemblait beaucoup à Debbie. John s'assit sur un banc, en partie dans l'ombre, et entendit Debbie dire « Merci de m'avoir accompagné à ma suite. Je suis sûr que John est là où le sera bientôt. Je ne savais pas que le taquiner sur sa taille le vexerait autant. Je sais juste que John est parfait pour moi. » L'homme répondit « Chaque homme est petit à côté de lui. J'espère que tu ne l'as pas trop taquiné à ce sujet, cela peut ruiner la confiance d'un homme. » Ils s'arrêtèrent juste en travers du chemin et John ne put s'empêcher d'écouter. « Cela peut être vraiment nuisible s'il a l'impression de devoir rivaliser, » dit l'homme. « Écoute, j'apprécie ton aide, mais je dois trouver John. Bonne nuit. » Quand elle tourna le coin et vit John, son visage s'illumina et elle courut dans ses bras. Il l'embrassa passionnément et l'attira dans leur chambre. Elle le regarda attentivement, l'inquiétude dans les yeux. « Chérie, tu vas bien ?» demanda-t-elle. John commença à retirer ses vêtements, n'en portant pas beaucoup, et fut nu avant qu'elle ne puisse répondre. Elle eut l'air inquiète et des larmes commencèrent à monter dans ses yeux alors qu'elle le fixait. « Qu'est-ce qui ne va pas?
Pourquoi tu ne te sens pas excité, demanda-t-elle, son expression se crispa d'émotion alors qu'elle commençait à sangloter en essayant de parler. John la calma en lui expliquant qu'il avait entendu. Malgré ce que l'homme avait dit plus tôt quant à sa possible réaction, ses yeux brillaient encore quand elle lui demanda s'il allait bien. Je ferai de mon mieux, vu mon état, la rassura-t-il. Après cette rencontre, ils ne revirent plus l'homme pendant le reste de leur lune de miel. Au lieu de cela, ils profitèrent de journées calmes et relaxantes ensemble, partageant leur intimité 3 fois par jour, voire plus. C'est à contre-cœur qu'ils quittèrent Grand Cayman, mais ils étaient excités de rentrer chez eux, leur fille Dolly leur ayant énormément manqué. Ils l'appelaient tous les jours pendant leur absence. Le trajet depuis l'aéroport leur parut interminable, mais dès qu'ils arrivèrent, Dolly se précipita hors de la maison en criant « Maman, papa, vous m'avez manqué ». John la regarda étreindre et embrasser sa mère, tous deux en larmes. Il ne voulut pas s'immiscer dans leurs retrouvailles, alors il se pencha pour prendre les cadeaux qu'ils avaient ramenés pour la mère et l'oncle de Debbie. Quand il entendit Dolly l'appeler, il s'approcha d'elle par derrière et la souleva dans ses bras, la serrant fort. Elle pleura en l'étreignant, et Debbie se joignit au moment, les couvrant tous deux d'amour. La mère et l'oncle de Debbie les regardaient, le sourire aux lèvres. Finalement, ils se calmèrent et entrèrent. La mère et l'oncle de Debbie leur dirent que Dolly avait été une petite fille formidable pendant leur absence et qu'elle avait apprécié son temps avec eux. Dolly exprima à quel point elle voulait qu'ils restent ensemble longtemps. Dès le lundi, ils reprirent le travail. Avant leurs vacances, Debbie avait affiché des avis de poste pour un ingénieur diplômé. Elle reçut plus de 100 candidatures, qu'elle organisa pour examen. Le comité de sélection était composé de Debbie et d'ingénieurs seniors qui évalueraient les 20 meilleurs candidats. On ne leur fournit que les informations de chaque candidat, identifiés par des numéros aléatoires, en omettant les noms, les âges et autres détails personnels susceptibles d'introduire des préjugés. Ils comprenaient que certains facteurs, comme l'attractivité ou la jeunesse, pouvaient influencer le processus de sélection, surtout pour un poste nécessitant des déplacements. Après avoir réduit la liste aux 20 meilleurs, chaque membre du comité examina 5 dossiers, les évaluant pour trouver les meilleurs candidats. La candidate principale était une jeune femme brillante, titulaire d'une maîtrise en ingénierie, fiancée et actuellement professeure assistante à Georgia Tech. Elle n'avait aucun problème avec les exigences de déplacement. Le deuxième candidat était un jeune homme grand et bien bâti nommé Jamal Washington. Il affichait de grandes réussites universitaires et des recommandations élogieuses d'employeurs précédents. Jamal était sociable, éloquent et aimait voyager. John discuta de sa décision avec Debbie et elle choisit d'embaucher les deux candidats. Betty Johnson devint l'assistante du chef de leur département d'ingénierie, Marty Martin, qui était désireux de trouver un successeur compétent. Jamal fut embauché pour le poste annoncé et s'avéra être un excellent atout pour leur équipe. John travailla en étroite collaboration avec Betty régulièrement et elle devint rapidement un atout précieux, impressionnant tout le monde par ses compétences en ingénierie et son expertise des logiciels informatiques. Cette jeune femme était très compétente et Debbie et John l'aimaient beaucoup, invitant Betty et son fiancé à des barbecues et des fêtes au bord de la piscine. Après leur retour de lune de miel, près de 2 mois plus tard, Debbie emmena Dolly et John à la table de la cuisine, s'assit entre eux et leur tint les mains. Elle regarda John et dit, « John, je t'ai dit que je devais voir le médecin pour un examen de routine cet après-midi. J'ai vraiment quelque chose d'important à discuter. » John sentit une vague d'inquiétude, craignant que ce ne soit grave. Sa poigne sur sa main devait être forte, car elle lui demanda « Ça va ?» Il réalisa qu'il lui faisait peur. « Non, chérie, ce n'est rien de tel, » rit-elle. « Je veux juste vous dire à tous les deux que nous allons avoir un nouveau membre dans la famille dans quelques mois. » Dolly poussa un cri aigu, « Oh chouette, on va avoir un chiot. » Debbie sourit et répondit, « Non, ma puce, pas si chouette. Tu vas avoir une petite sœur ou un petit frère. » John fut stupéfait, son visage s'illumina d'un immense sourire. Debbie gloussa, « J'espère que ce sourire signifie que tu es plus heureux que Dolly. » John sauta, courut autour de Debbie et souleva Dolly en criant, « Maman va avoir un bébé, hurrah !» Ils dansèrent joyeusement ensemble. Debbie resta assise, riant de leur excitation. Dolly grimpa sur ses genoux et l'embrassa, et John fit de même. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il reculait, regardant par la fenêtre et réfléchissant à ce que cela signifiait. Il allait être père. Cet enfant ferait partie de lui, portant son sang pour les générations futures. John savait que chaque père ressent un mélange de joie et d'inquiétude, surtout en sachant que l'accouchement comporte des risques pour la femme qu'il aime.
Cette nouvelle vie serait sa responsabilité, en plus de nourrir et de protéger les deux femmes déjà présentes dans sa vie. John se tourna vers Dolly et exprima à quel point il avait besoin d'étreindre et d'embrasser sa mère. Debbie se jeta dans ses bras et ils partagèrent un long baiser, rempli d'amour et d'adoration. « Je t'aime ma femme, merci pour ce précieux cadeau, dit John. Elle répondit, « Je t'aime aussi mon mari, ce sera notre enfant, une fusion de nous deux. » Dolly regarda Debbie et dit, « Maman, je suis contente que je vais avoir un frère ou une sœur, mais la prochaine fois, tu pourrais prendre un chiot. » John posa sa main sur le ventre de Debbie, qui était encore plat. Elle gloussa, « Pas encore, ma chère, je suis enceinte de plus de 2 mois, j'ai encore du temps avant que ça ne se voie. Iras-tu au cours de préparation à l'accouchement avec moi? » Bien sûr, j'irai volontiers n'importe où avec toi, mon amour, répondit John, reconnaissant qu'il devait s'informer davantage sur l'accouchement. Ils avaient environ 7 mois avant l'arrivée du bébé. John ne put s'empêcher de s'interroger sur les aspects pratiques, comment Dolly allait-elle s'adapter? Debbie pourrait-elle porter un bébé plus grand en toute sécurité? Il se retrouva perdu dans ses pensées, réalisant qu'il n'avait pas considéré ces choses auparavant. Debbie remarqua son inquiétude. « Qu'y a-t-il, chérie? Tu as l'air inquiet. » John la serra contre lui et lui confia ses peurs. Elle le rassura en disant, « Chérie, le bon Dieu a conçu le corps féminin pour gérer un nourrisson plus grand. Mon médecin surveillera tout pendant les soins prénataux, s'assurant que je suis en bonne santé et que le bébé l'est aussi. Si nécessaire, il y a des options disponibles. » John sentit une vague de soulagement, mais il ne put se débarrasser complètement de ses peurs. « Et si quelque chose tournait mal ?» demanda-t-il. Dolly, sentant la tension, leva les yeux. « Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi papa pleure-t-il? »« Oh chérie, tout va bien, dit Debbie. Papa fait juste l'idiot. Il a peur que ça me fasse mal quand le bébé arrivera. » Dolly intervint, « C'est bête, papa. Maman m'a tout raconté. Ça fait un peu mal, mais les mamans ne s'en soucient pas parce qu'elles aiment leur bébé. » Debbie sourit à John, le rassurant, « Tu vois. Même Dolly. C'est que papa nous aime beaucoup. Il essaie de s'assurer que rien ne nous blesse du tout, même si c'est une bonne douleur. » Quelques mois passèrent et John remarqua une légère courbe au ventre de Debbie, ce qui semblait lui faire plaisir. Debbie insista sur le fait que cette grossesse était 100% meilleure que celle avec Dolly. Lors de sa précédente grossesse, elle l'avait traversée seule et était morte de peur. Cette fois-ci, elle avait un mari merveilleux pour s'occuper de tous ses besoins, et elle semblait encore plus heureuse que d'habitude. Si elle avait des nausées matinales, John ne le sut jamais. Elle rayonnait, et tout le monde le remarquait. Elle avait du mal à accomplir son travail parce que tout le monde dans le bâtiment était si prévenant. Personne ne la laissait lever quoi que ce soit ou ouvrir une porte. Ils se précipitaient tous pour l'aider avec tout ce dont elle avait besoin. Les gens s'arrêtaient fréquemment pour lui demander comment elle se sentait. Elle confessa à John que, bien que ce fût un peu irritant, elle réalisait que c'était parce que les gens se souciaient sincèrement d'elle. C'était un contraste saisissant avec sa dernière grossesse, où les gens l'évitaient parce qu'elle était une future mère célibataire. Debbie mentionna qu'elle avait même acheté une bague bon marché à porter pour éviter les regards jugeurs, mais ensuite elle l'avait jetée, trouvant cela malhonnête. Elle croyait n'avoir rien fait de mal et mettait au monde un enfant qui était innocent aussi. Debbie semblait apprécier le contact physique avec John plus que jamais, voulant des câlins et des baisers constamment. John trouva cela réconfortant car, peu importe où ils étaient ou ce qu'ils faisaient, elle voulait être près de lui. À 7 mois de grossesse, elle était visiblement enceinte et ils décidèrent de quitter le travail un peu plus tôt pour s'arrêter au marché de producteurs afin d'acheter des légumes frais pour un barbecue d'entreprise ce week-end. Debbie mentionna qu'elle allait de l'autre côté de la rue à la banque pour retirer de l'argent liquide pour le marché, car il n'acceptait que les espèces. Dolly et John devaient la récupérer à la banque. Tandis que John installait Dolly dans son siège auto, il entendit des coups de feu de l'autre côté de la rue. Instinctivement, il dégaina son pistolet alors qu'il fermait la porte et regarda de l'autre côté de la rue. Il vit Debbie debout sur le trottoir, échangeant calmement des tirs avec 3 hommes qui tentaient de monter dans une voiture. John vit 2 des hommes tomber quand la voiture fonça vers Debbie. John tira rapidement 4 coups sur le conducteur, qui disparut alors de la vue. La voiture ralentit, heurta le trottoir, puis un arbre. John courut de l'autre côté de la rue et trouva Debbie allongée dans l'herbe à côté de la voiture, peinant à se relever. Il vérifia son état et l'aida à se lever. Elle dit qu'elle allait bien et qu'elle avait trébuché en s'écartant.
Entendant des cris venant de la banque, John se dirigea dans cette direction. D'autres coups de feu retentirent de l'intérieur. Il jeta un coup d'œil autour du coin et à travers les portes vitrées brisées, il vit un garde de banque allongé sur le ventre dans une mare de sang, mais tenant toujours son arme pointée sur un homme qui tenait une femme devant lui comme bouclier. Souhaitant avoir un revolver plus petit au lieu de son Smith & Wesson, John se positionna pour un tir clair et le fit. Le braqueur laissa tomber son arme et s'effondra. John courut vérifier l'état de la femme, mais quelqu'un cria qu'un autre braqueur était derrière lui. Il se laissa rapidement tomber au sol juste au moment où deux coups de feu rapides retentirent derrière. John se retourna et vit un homme se lever derrière un bureau, une arme à la main. L'homme chancela sous les deux coups de feu que John tira dans sa poitrine, le faisant tomber lui aussi. Debbie tira John et lui demanda s'il allait bien. Il lui demanda la même chose et elle répondit « Diable non. J'ai ruiné une nouvelle paire de collants et un bon sac à main. » John vérifia et ne trouva rien d'autre de mal chez aucun d'eux. Puis la police arriva et Debbie et John remirent leurs armes. Le directeur de la banque s'approcha des officiers et leur dit qu'ils avaient sauvé de nombreuses vies grâce à leurs actions. 6 clients avaient été touchés, mais heureusement un seul était mort, et 5 des braqueurs avaient été tués. L'officier de police responsable permit à Debbie et John de quitter les lieux pour s'occuper de Dolly, qui était assez bouleversée par tout le bruit et l'agitation. Pendant leur absence, John obtint la permission pour Debbie et Dolly d'attendre dans leur bâtiment pendant que les choses se réglaient. John fut interrogé de manière approfondie, puis autorisé à rester avec Dolly pendant que Debbie était interrogée dans leur bureau. Debbie se souvint que leur caméra de sécurité aurait dû enregistrer la majeure partie de ce qui s'était passé de l'autre côté de la rue. Il s'avéra que les images avaient capturé toute la scène clairement, y compris les enregistrements extérieurs et intérieurs de la banque. Les détectives avaient une excellente couverture de tout ce qui s'était produit. Finalement, John fut autorisé à ramener sa famille à la maison, où ils tentèrent de se détendre. Il tenta de rester calme en réprimandant sa douce épouse de s'être mêlée à une fusillade avec les braqueurs, lui rappelant qu'elle s'était mise, elle et leur bébé à naître, en danger. Malheureusement, la télévision s'alluma avec une nouvelle de dernière minute sur le couple héroïque de mari et femme qui avait sauvé de nombreuses vies et arrêté le braquage de banque. Debbie gloussa de voir à quel point ils avaient l'air amusants, se bousculant pour éviter la voiture et ne pas se faire tirer dessus. Cependant, son rire se transforma vite en larmes lorsqu'elle réalisa à quel point ils avaient frôlé le danger. John tenta de la réconforter et bientôt ils pleuraient tous les deux et se réconfortaient mutuellement tandis qu'ils regardaient l'histoire se dérouler aux informations nationales. John zappa sur plusieurs chaînes différentes, surpris de constater que toutes les stations couvraient le braquage de la banque. Ils virent même un plan de plusieurs fourgonnettes de télévision devant leur condo. Le téléphone commença à sonner. C'était un journaliste de Fox News souhaitant une interview. John l'informa qu'ils avaient été conseillés par la police de ne pas accorder d'interview tant que l'enquête préliminaire ne serait pas terminée. Leur téléphone fut bientôt occupé alors que des amis commençaient à appeler pour les féliciter. Les féliciter pour leurs actions. Le lendemain matin, un groupe du département du shérif, dirigé par le shérif lui-même, a visité leur maison pour leur montrer les vues combinées de toutes les caméras de sécurité impliquées. Les images ont clairement montré Debbie sortant dans la rue au moment où les braqueurs sortaient de la banque. On voyait la main droite de Debbie plongée dans son sac et des flammes en jaillir alors qu'elle abattait 2 des braqueurs, faisant trébucher le 3e. Les 3 braqueurs tiraient sur elle, et des branches et des feuilles tombaient autour d'elle alors que des balles émondaient l'arbre au-dessus d'elle. Au moment où la voiture de fuite est entrée en scène, John est apparu, son arme à la main, tirant calmement sur le chauffeur, qui est mort plus tard. Pendant ce temps, Debbie rechargeait son pistolet et restait calme alors que les tirs éclataient de nouveau depuis l'intérieur de la banque. Les images de l'intérieur de la banque ont confirmé le récit de John sur la prise d'otage. Un autre braqueur a été retrouvé derrière un bureau, gravement blessé mais censé se rétablir. On leur a demandé de se présenter à une conférence de presse au bureau du shérif cet après-midi-là, où toutes les agences de presse seraient présentes. Ensuite, ils pourraient accorder des interviews s'ils le souhaitaient. Le shérif était incrédule concernant Debbie, incapable de croire qu'une mère enceinte, si jeune et d'apparence innocente, puisse tenir tête et échanger des coups de feu avec une bande de braqueurs de banque et gagner. John l'a assuré que sa femme était la femme la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. Si vous voulez que quelque chose soit bien fait, faites appel à ma femme, elle s'en sortira toujours victorieuse. Le sourire du shérif ne s'est jamais estompé lorsqu'il a répondu, en règle générale, je n'approuve pas que les citoyens privés s'impliquent dans des confrontations armées. C'est très dangereux pour toutes les personnes impliquées.
Mais cette petite dame a tout fait exactement comme il fallait, d'après ce que nous pouvons dire. Elle n'a pas manqué un seul tir, même avec des balles sifflant à ses oreilles. Peu d'adjoints très entraînés pourraient faire cela. Je n'arrive pas à croire que cette petite a tiré 7 coups, rechargé et tiré 7 autres, avec 14 coups au but solide. Il s'est tourné vers John et a dit, « Vous avez fait presque aussi bien. Vous n'avez pas tiré autant, mais vous n'avez pas manqué non plus. Vous vous entraînez régulièrement, tous les deux? » Non, nous tirons chacun une fois par mois, 24 balles chacun. Waouh, ce n'est pas beaucoup. Votre femme est une tireuse naturelle. Ne pariez pas contre elle aux fléchettes ou à tout autre jeu de coordination œil-main. C'est une mère, elle ne peut pas être assez âgée, elle sera assez âgée pour boire très bientôt, a répondu John. Les mois suivants furent difficiles pour eux. Ils reçurent de nombreuses invitations à des talk-shows et des apparitions médiatiques, tout le monde voulant que Debbie fasse la promotion de tout, des produits capillaires aux couches. John a dû intervenir et restreindre ses activités à l'approche de sa date d'accouchement. Debbie avait du mal à refuser les gens qui voulaient qu'elle apparaisse dans des émissions, alors Joe N est devenu le « méchant » qui ne la laissait pas faire. Il a refusé de lui permettre de planifier quoi que ce soit une semaine avant et 3 semaines après sa date d'accouchement, coupant même sa communication avec tout le monde sauf la famille. Il ne la laissait même pas répondre au téléphone. Les amis proches et la famille appelaient le portable de John, et il la lui passait. Malgré tout, elle a insisté pour aller au bureau jusqu'à son accouchement, gérant son emploi du temps quotidien que John avait modifié afin que les différents chefs de département puissent la rencontrer dans son bureau. Jamal Washington était toujours son premier rendez-vous le matin, il préférait obtenir ses instructions directement d'elle. Après la naissance de leur petit garçon, Debbie et John ont pris plusieurs semaines de congé. John voulait être très impliqué dans les soins de son fils dès le début, il le baignait, le changeait, lui faisait faire son roi et le tenait souvent. Quand ils sont retournés au travail, ils avaient son berceau portable dans le bureau de Debbie afin qu'elle puisse s'occuper de lui. C'était un bébé facile à soigner, il pleurait rarement et aimait tout le monde, souriant et riant à quiconque lui prêtait attention. John jetait souvent un coup d'œil par la porte du bureau de Debbie et la voyait s'occuper de Johnny Howie, John Jr. pendant qu'elle travaillait. Un matin, John était en retard pour déposer Dolly à la garderie et est entré dans le bureau de Debbie en chemin vers le sien. Elle nourrissait Johnny et la petite serviette utilisée pour le couvrir a glissé un peu pendant qu'elle parlait au téléphone. Jamal Washington était assis à moins d'1 mètre, la fixant du regard. John est rapidement intervenu pour la couvrir et a continué son chemin, mais il a jeté un coup d'œil en arrière et a vu Washington sourire, ce qui l'a irrité. La semaine suivante, elle a dit à John qu'elle allait faire ses visites de bureau et qu'elle serait bientôt de retour. « Si Johnny a faim, appelle-moi », a-t-elle dit. « Pourquoi ne continues-tu pas à les laisser te rendre visite ?» a répondu John, « C'est beaucoup plus facile pour toi. » Elle l'a regardé, puis a souri en disant qu'elle ferait cela demain et qu'elle aimerait voir par elle-même comment les choses se passaient dans les bureaux de chaque département. John a demandé qui elle voyait en premier. « Je vois toujours Jamal en premier, avant qu'il ne parte faire ses tournées. » John l'a regardé d'un air interrogateur. « Pourquoi ne voit-il pas son chef de département, Marty ou Betty ? » « Je ne sais pas, c'est comme ça que nous avons toujours fait depuis qu'il est arrivé ici. » John a froncé les sourcils. « Je n'aime pas ça. Il devrait recevoir ses ordres de son patron, pas de toi. C'est comme ça que ça a fonctionné pendant que tu étais occupé avec Johnny. » Elle lui a jeté un coup d'œil. Quelle différence cela fait-il? A-t-il terminé sa période de probation? John s'est détourné et a regardé des notes sur son bureau. Elle n'a rien dit, alors il l'a regardé de nouveau et a haussé les sourcils. « Je m'en occuperai », a-t-elle dit. « Bien, c'est plus ordonné s'il est dans la bonne chaîne de commandement. Alors les gens ne se demanderont pas pourquoi il est spécial. » Elle l'a fixé du regard, « Y compris toi. »« Oui », a dit John. « Tu es sérieux. »« Eh bien, c'est un bel homme, comme celui qui t'a tant fasciné au Caïman. » Elle l'a fixé du regard, et John a souri et a fait un clin d'œil. Elle a souri et lui a fait un bras d'honneur en plaisantant. Plusieurs mois plus tard, ils ont eu leur fête annuelle de début d'été sur la plage de l'entreprise. John possède plusieurs acres de propriété en bord de mer à environ 12 miles au nord de Daytona Beach. Le terrain était clôturé et fermé par un portail, avec une route de calcaire et une aire de stationnement. Ils ont installé plusieurs auvents pour l'ombre et avaient un générateur à essence pour garder un réfrigérateur frais et fournir de la lumière et de la musique plus tard. Le générateur était placé à bonne distance, relié aux auvents par un câble enterré.
Comme c'était une fête réservée aux adultes, leurs enfants avaient passé la nuit chez leur grand-mère. Quelques personnes sont venues de la plage, et Debbie a circulé parmi les différents groupes pour que tout se passe bien. Toute la nourriture était pré-cuite et n'avait besoin que d'être réchauffée. John avait loué 2 toilettes portables. Vers le soir, John a remarqué que chaque fois qu'il voyait Debbie, Jamal était avec elle ou à proximité. Ils n'étaient jamais seuls ensemble, mais elle semblait éviter John. Il se sentait de plus en plus irrité. Betty Johnson a beaucoup aidé John avec la nourriture, son petit ami était absent, et elle n'avait pas voulu venir, mais les gens de son département l'avaient convaincu. John a dit à Betty qu'il pensait aller se promener sur la plage. À ce moment-là, la foule commençait à se clairsemer, et John avait besoin de réfléchir à Debbie. Elle semblait éprise de Jamal, et John savait qu'il n'aurait plus une vie digne d'être vécue si elle le quittait. Emporterait-elle les enfants avec elle? Devrait-il simplement partir et la laisser installer Jamal? Il ne pouvait pas faire ça. Quel impact cela aurait-il sur Dolly? Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui pour qu'il ne puisse pas garder une femme? John est tombé sur une bûche flottante et s'est assis dans le sable, s'adossant à elle. Il a regardé les petites vagues glisser sur le rivage, s'approchant lentement de ses pieds. Finalement, il a réalisé que ses pieds étaient mouillés. Il était perdu dans ses pensées et ses larmes quand il a entendu des gens approcher. Il a vu 2 silhouettes chercher sur la plage avec une lampe de poche, et la lumière l'a atteint. Ils se sont approchés et lui ont braqué la lumière au visage. John ne pouvait pas voir qui c'était, mais il a reconnu la voix de Debbie disant « Vas-tu rester assis là jusqu'à ce que l'eau te recouvre ?» John ne l'a pas regardé. Cela semblait être une solution. « Ce n'est pas acceptable, je ne laisserai pas ça arriver. J'ai besoin de mon mari. Nous devons parler. Reviens avec moi et nous allons tout boucler et rentrer à la maison. Betty et Jamal nous aideront. » John a regardé autour de lui et a vu Betty se tenir à environ 6 mètres, les observant. Debbie a dit, « Betty m'a dit qu'elle t'avait vu marcher par ici et que tu étais contrarié à propos de Jamal et moi. Je pensais que tu me connaissais mieux que ça. Je n'aime que toi, mon doux mari. Je suis vraiment désolé si tu as pensé qu'il y avait quelque chose entre Jamal et moi. Cela ne peut jamais arriver. Tu es coincé avec moi pour toujours. J'ai essayé de l'aider à traverser une mauvaise période. Il a le cœur brisé parce que la personne qu'il aime est avec quelqu'un d'autre. Jamal et moi sommes de bons amis, rien de plus. Il n'y a aucune attirance entre nous. » John lui a jeté un coup d'œil. « Je ne le croirai jamais, à moins qu'il ne soit pas hétéro. » « Comment as-tu compris ça? » « Parce que chaque homme ressent une attirance sexuelle pour toi, à moins qu'il ne soit pas hétéro. » « Qui est la personne dont il est amoureux? » « Moi? Je n'ai jamais donné le moindre signe que je sois attiré par lui. Je pense qu'il était conscient que tu le surveillais toujours. Je sais qu'il a mal interprété cet intérêt. Tu pensais qu'il était intéressé par moi et que tu voulais l'effrayer? Mon Dieu, ma chérie, tu passes chaque minute que tu peux avec lui, à quoi t'attends-tu que je pense? Je ne suis toujours pas convaincu que tu n'aies pas au moins un petit intérêt pour lui. Demande à Betty ce que tout le monde pense. Betty a raison. Je me suis posé la question moi-même, et j'ai entendu beaucoup de spéculations à ce sujet. Les filles ont toutes peur de ce que cela ferait à John si c'était vrai, surtout après ce qu'il a traversé avec Sally. Les mains de Debbie volèrent à son visage. Elle sanglota. Non, oh non, qu'ai-je fait à mon pauvre mari? Je pensais qu'il me taquinait juste. Je ne savais pas qu'il pensait vraiment que je tenais à Jamal. J'essayais juste de faire en sorte que Jamal se sente mieux à propos de John. Je peux comprendre ce qu'il ressent, parce que j'aime John de chaque fibre de mon corps et de mon âme. Il venait à mon bureau tous les matins pour pouvoir voir John. Il était toujours près de moi parce que c'est là que John est. Il pense que John est l'homme le plus sexy qu'il ait jamais vu. Je suis d'accord, a dit John en regardant Betty et Debbie, eh bien, il est plutôt mignon. Elles se sont regardées et ont ri. Betty a gloussé en disant qu'elle le caserait avec John. Debbie a dit, pas question, John ne se mettra qu'avec moi. De plus, je sais que Jamal a vu John quand John jouait avec moi à la dernière fête à la piscine, et mon mari était un peu excité. Jamal était très impressionné. John a regardé les 2 filles riantes, « Mesdames, je me fiche que monsieur Jamal soit impressionné ou déprimé. Je ne suis en aucune manière disponible. Il se trouve que j'appartiens à la femme la plus sexy du monde. J'ai fait des vœux et des promesses à elle et à mon Dieu quand nous nous sommes mariés, et à ma connaissance,
Ses vœux sont toujours en vigueur et je ne les briserai jamais. Debbie a regardé John pendant une seconde, puis a dit, « Betty, n'est-ce pas la chose la plus douce que tu aies jamais entendue? Le mieux, c'est qu'il est le pire du monde pour raconter de petits mensonges pieux. Quand nous faisons du shopping ensemble, j'essaie toujours une robe que je sais horrible sur moi. Je lui demande toujours si elle me va bien. Il tergiverse et évite de donner une réponse. Si je le coince, il dira que la couleur ne me rend pas justice ou quelque chose comme ça. Si je dis que j'aime ça, il finira par dire non, il n'aime pas comment ça me va. John ne peut tout simplement pas me regarder dans les yeux et me dire même un petit mensonge pieux. Je peux le taquiner, mais pas vraiment lui mentir. John a regardé Debbie. « Chérie, vois-tu Jamal comme un problème quelconque? » « Non, pas vraiment. Il pourrait être une petite source d'irritation pour toi, mais dans l'ensemble, ce n'est pas un problème. Je vais lui faire prendre ces informations auprès de Marty ou Betty et cela devrait très bien fonctionner. Son travail est excellent à tous égards, ses rapports sont complets et à temps, il n'y a eu aucune plainte à son sujet et il résout rapidement tous les problèmes. Dois-je vous surveiller tous les deux? Non, pas du tout, a-t-elle souri. Surveille-moi juste, j'adore ça. D'accord. Dis-leur notre raisonnement pour le remettre dans la chaîne de commandement et que cela a un reflet positif sur lui. Dis-lui simplement qu'il a prouvé qu'il a terminé sa période de probation et qu'il n'a plus besoin de ton aide pour faire son travail correctement. De cette façon, il sera intégré aux autres ingénieurs d'inspection et recevra une augmentation de salaire appropriée. Debbie a souri doucement. Pas étonnant que je t'aime tant, c'est une solution très simple mais réfléchie qui laisse tout le monde se sentir bien. John a ri. Si tu te sens bien, me feras-tu me sentir bien après que nous aurons couché les enfants ce soir? Ah, tu peux compter là-dessus, ce sera un plaisir. Merci d'avoir regardé. À la prochaine fois. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de contes.